Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes sur l'Académie Nouvelle Vie, nous sommes en direct. Je suis Cédric Ferrante et je suis ravi de vous retrouver ce soir en compagnie de Sylvain Bélanger. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Cédric et bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme. Bonsoir à tous, on a déjà du monde qui est là dans le chat. Dites-nous si c'est OK au niveau de la technique. On a Raymond qui est là. Bonsoir, bonsoir Estelle, bonsoir Pascal. On a aussi Isabelle, Agnieszka, Nina. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Alors, installez-vous confortablement, venez, profitez de cette soirée en notre compagnie. N'hésitez pas à prendre des notes, à couper votre téléphone portable pour profiter pleinement de notre émission. Voilà, donc tout le monde arrive, c'est parfait. Alors, je te propose, si tu es d'accord, de te présenter pour qu'on te découvre un petit peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je suis Canadien, je suis en train de vous présenter la conférence du Canada. Et puis, je vais souvent en France quand même depuis plusieurs années. Et puis, moi, j'ai découvert la guérison une trentaine d'années. J'ai rencontré un guérisseur qui s'appelle Ron Young, qui est un Américain, que j'ai suivi une formation de 3 années avec lui. Ça m'a permis de découvrir que j'avais une grande facilité à développer l'intuition, la clairvoyance, la perception des champs énergétiques, etc. J'ai une grande facilité, donc au début, les gens me mettaient un peu sur un piédestal, et puis moi, c'était un peu agréable quand même. Donc, j'ai suivi la formation naturellement, parce que c'était quand même évident que c'était pour moi, ce chemin-là. Et puis, par contre, j'ai constaté qu'à travers ces 3 années-là, plus j'avançais, plus je progressais, et plus il y avait des gens qui semblaient ne pas progresser, justement. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment développer leur habileté intuitive. Ils stagnaient. Et puis moi, je constatais que j'avais une facilité de départ, mais en même temps, je ne comprenais pas ce que je faisais, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Donc, après les 3 années, j'ai donc appelé à développer les habiletés intuitives, l'exorcisme et la guérison. C'est les 3 volets que cet enseignant-là proposait. Et puis, après les 3 années, je ne comprenais pas ce que c'était. Finalement, j'étais capable de le faire, mais je ne comprenais pas comment ça fonctionnait vraiment. Alors, j'ai voulu prendre une distance par rapport à l'enseignement que j'avais reçu et je me suis retrouvé un peu dans les librairies pour trouver des réponses qui étaient plus dans la théorie parce que j'avais eu beaucoup d'expérience, mais j'avais eu très peu d'explications. Et dans les livres, j'ai découvert finalement qu'il y avait très peu j'avais peu accès justement à des réponses parce que finalement, les livres étaient dans la théorie, puis la théorie n'était pas reliée à la pratique pour moi. Donc, ça m'a amené à me dire, bien, j'aurais envie, moi, de proposer une pédagogie permettant le développement des habiletés intuitives et des soins, mais dans un contexte où on comprend ce qu'on fait, où on arrive justement à comprendre les mécanismes qui régissent le développement de l'intuition. Alors, progressivement, ça m'a amené donc à me dire, mais qu'est-ce qui permet de développer l'habileté intuitive? C'est quoi l'outil concret, pourrait-on dire? Alors, vous allez me dire, oui, c'est le 3e œil, oui, c'est l'initiation, oui, il faut rencontrer son chaman, bon, il faut un accident, bon, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait dire, mais dans les faits, concrètement, je me suis vraiment arrêté au concret, au tangible, relativement tangible. Hein? C'est-à-dire, je me suis dit, mais finalement, l'outil qui me permet de développer mes habiletés intuitives, c'est le monde imaginaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'utilise le véhicule imaginaire, parce que pour moi, l'imaginaire, c'est comme un véhicule, c'est-à-dire que je mets ma conscience dans une perception imaginaire qui est en moi, et ça me permet de voyager dans mon être. C'est-à-dire que ça peut me permettre de me connecter, par exemple, avec mon genou. Si je me mets en communication avec mon genou, je vais capter des images, des sensations et des mots. Tout ça se fait dans un monde imaginaire et perceptif. Maintenant, la différence entre l'imagination, hein, dans laquelle on pourrait se perdre, et ce dont je vous parle, c'est que je reconnais l'imaginaire comme un véhicule me permettant d'accéder à une forme de sagesse, à une forme d'intelligence qui n'est pas accessible autrement. Et évidemment, là, je viens de le faire sur moi, mais j'aurais pu le faire sur Cédric de la même façon, c'est-à-dire que mon véhicule imaginaire me permettrait de voyager au-delà de l'espace-temps pour communiquer avec Cédric et me mettre en relation avec son épaule, par exemple, et constater que de son épaule émanent des images, des sensations et des mots. Et je prendrai le temps de discuter avec ces perceptions-là pour découvrir qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime les cellules de mon être, tout comme celle de mon partenaire, comme celle de Cédric. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que grâce au monde imaginaire, il est possible de découvrir effectivement qu'il y a une forme de langage intuitif, un langage animant la sagesse intelligente de l'univers et qu'à travers cette interaction avec les perceptions imaginaires que l'on a, on peut arriver à les développer. Alors, c'est comme ça qu'est née l'écoute imaginaire, qui est une approche que j'ai développée, j'ai écrit des livres là-dessus, etc. Et aujourd'hui, je nomme cette approche-là pleine conscience intuitive,
puisqu'à travers le développement, ça m'a amené donc à bien sentir ce terme-là. Et de nouvelles publications vont venir à ce sujet-là, d'ailleurs, en concernant ce sujet-là. Voilà. Donc, ça, c'était un peu la démarche de l'inspi intuitif. Puis, évidemment, j'ai combiné l'intuition avec ce que j'appelle donc la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins. Donc, c'est les trois ensemble qui sont combinés, qui font qu'on arrive justement à développer une habileté intuitive et une pleine conscience de ce qu'on fait. C'est-à-dire que je comprends que quand je fais un soin, ben je comprends que quand je fais un soin, il y a une action qui se fait dans le champ de mon partenaire, par exemple, et j'observe alors qu'est-ce qui en résulte. Et ça me permet donc de vraiment avoir une relation la plus consciente par rapport aux actions que je fais sur moi-même ou sur un partenaire. Et c'est ça un peu qui est la méthode que je propose. Parfait. Merci pour cette présentation très complète. Du coup, moi, tout de suite, la question qui me vient, c'est de te poser la question, si tu veux nous expliquer, ou peut-être ça sera plus tard, mais qu'est-ce que c'est la pleine conscience intuitive? Ben, en fait, la pleine conscience intuitive, de façon plus pratique, j'aurais peut-être présenté la. C'est l'idée, à quelque part, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a donc des techniques de préparation. La première technique de préparation la plus évidente, c'est la pratique de l'enracinement, qui est une façon de se relier à la terre ou au ciel, par exemple, dans lequel je reconnais que je suis comme un canal d'énergie, c'est-à-dire que je reconnais que la terre et le ciel circulent à travers moi. Alors, on pourrait dire que c'est ésotérique, cette façon de dire des choses-là, mais aujourd'hui, la science nous démontre, hors de tout doute, que c'est vrai. Malheureusement, on doit l'admettre. La Terre produit un champ électromagnétique qui s'appelle le champ Schumann. Donc, à l'époque, les chamans n'avaient pas ces explications-là, mais aujourd'hui, on les a. Donc, on reconnaît que la Terre produit un champ électromagnétique et que moi, par le biais de mon véhicule imaginaire, je peux augmenter cette habileté à capter ce champ électromagnétique-là de la Terre. Donc, vous voyez que l'enracinement, c'est un peu ça. Et ma capacité de me relier au ciel, il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a démontré que le Soleil émettait de la lumière. Évidemment, vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais que la lumière se manifeste sous forme de particules qui s'appellent les photons. Et lui a démontré scientifiquement que ces photons-là étaient absorbés par les cellules du corps et que les cellules du corps absorbaient cette lumière-là et réémettaient de la lumière, comme un genre de respiration biolumineuse. Et évidemment, ce physicien-là a donc découvert d'une façon scientifique l'aura, parce qu'évidemment, quand on observe un être humain qui absorbe et qui émet de la lumière, bien évidemment, il se dégage un genre de champ d'énergie autour de lui, ce champ d'énergie étant ce que les anciens appelaient l'aura. Donc, vous voyez, donc ça, c'est vraiment la technique de base qui va faire que par l'enracinement, je vais amplifier mon champ de conscience, je vais amplifier quelque part ma capacité justement à reconnaître que mon véhicule imaginaire devient connecté avec une forme d'énergie. Et c'est à partir de là, évidemment, que je vais pouvoir simplement reconnaître que dans mon cœur, la liaison entre la terre et le ciel se situe au niveau de mon cœur. Et dans mon cœur, je vais pouvoir voyager en moi ou dans un partenaire. C'est tout simple que ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça ne peut pas être aussi simple que ça. Hein, il faut le troisième œil, il faut ceci, il faut cela. Mais ça, c'est quand on tombe dans la théorie, quand on tombe dans des complexes mentaux, on devient compliqué. Quand on ramène ça à la simplicité des choses, on se rend compte que l'intuition, c'est un langage qui appartient aux enfants. Mais qu'on a très vite appris en tant qu'enfant à ne pas avoir le droit de développer cette habileté-là parce que c'est un monde, justement, qui ne appartient pas aux adultes. Et le monde des adultes a appris, lui, justement, à devenir sérieux, à devenir rationnel, à, évidemment, s'éloigner le plus possible de ce monde vivant-là. Alors, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est de rétablir le lien entre la vie qui est en moi et la vie qui existe chez un partenaire et de lui permettre donc d'émerger par un biais d'un dialogue qui va m'amener à prendre conscience qu'un individu peut être animé d'une santé énergétique que je peux arriver à décoder, une santé psycho-émotionnelle, donc est-ce que je suis en harmonie avec mon être, ou une santé spirituelle, que je suis en alignement avec ma dimension spirituelle. Alors, c'est tout ça un peu qu'on apprend à découvrir dans la démarche de la pleine conscience intuitive. Je ne sais pas si j'étais plus clair pour toi, si c'est plus clair ou si ça éclaire aussi les gens. C'est très clair et je te remercie parce que là, au moins, on voit vraiment ce que tu vas nous proposer. Le thème de notre émission ce soir, c'est mission de vie et transformation de l'être en 4 étapes. Hein, c'est bien ça? Exactement, oui. On ne peut rien te cacher. Alors, ben ouais, on va commencer un petit peu le sujet de la conférence. Comme tel. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que moi, quand même, ça fait plus de près de 30 ans que je fais de la pratique intuitive. Donc, ça veut dire que j'ai fait plusieurs milliers de lectures intuitives sur des gens. Et ces milliers de lectures-là intuitives que j'ai fait sur des gens m'ont fait constater quelque part que quand on fait un travail sur des gens, bien, quelque part, on constate qu'il y a des dynamiques qui ressortent. Alors, moi, je faisais beaucoup de lectures intuitives autour des chakras et je constatais qu'il y avait donc des informations
qui se reproduisait. Par exemple, quelqu'un qui a un problème au niveau de chakra racine, ben, il y avait certaines dimensions psychologiques qui ressortaient de ça, etc. Ça m'a amené donc à avoir envie de développer un langage intuitif, un langage dans lequel je représente finalement les 7 grandes familles humaines. Ces 7 grandes familles humaines-là qui sont autour des chakras nous permettent d'identifier les missions de vie qui sont associées à chacun des chakras. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va chercher donc à découvrir ensemble, qu'il y a donc des missions de vie qui sont associées à ces 7 familles-là. Et chacun d'entre nous, nous avons, en quelque part, un pourcentage plus ou moins développé dans chacune de ces familles-là. Donc, ça veut donc dire que plus j'identifie la famille d'âme avec laquelle je suis le plus en résonance, plus j'arrive à reconnaître à quelque part quel est le champ d'investigation qui va me permettre de m'épanouir le plus possible. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va explorer dans une première partie de la conférence, puis ensuite on approfondira sur la transformation de l'être en 4 étapes, de quelle façon qu'on peut aborder ce sujet-là d'une façon plus importante. Donc, commençons avec les 7 grandes familles et les 7 grandes missions de vie. Alors, si on ramène ça dans l'histoire de l'humanité, on pourrait dire que le tout début des temps, il y avait donc des hommes et des femmes qui étaient reliés donc à la Terre et il y avait peu de... Hein, on est arrivé sur Terre un peu comme par accident, on va l'appeler comme ça, et on se retrouve là, puis on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? On découvre donc comment fonctionne notre terrain de jeu, pourrait-on dire, et ça m'amène donc à constater que j'ai des besoins, bon, j'ai besoin de manger, j'ai des besoins de me réchauffer, j'ai des besoins quelque part, bon, très basiques qui vont se manifester parce que je découvre que ces besoins-là sont essentiels pour ma survie. Si je n'en prends pas compte, ben, je risque de ne pas survivre. Donc, je suis confronté à ça. Pour moi, c'est la famille des bâtisseurs. Donc, il y a des gens qui ont un chakra racine qui est très développé et qui sont vraiment reliés donc au monde terrestre et qui sont donc reliés justement avec cette volonté qu'ils ont de se dire, ben moi, j'ai des besoins de base, j'ai des besoins de sécurité, j'ai des besoins instinctifs à lesquels je dois répondre pour être heureux. Alors, ces gens-là, quelque part, donc, ce sont des gens qui vont avoir les 2 pieds sur le sol, ils vont avoir les 2 jambes qui vont leur permettre de les supporter et ils vont comprendre, eux, qu'est-ce que c'est que le monde terrestre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui comprennent que pour entreprendre un projet, il faut mettre de l'énergie dedans, puis il faut suivre un certain chemin. Et comme les bâtisseurs, ce sont des gens qui aiment bien investir à long terme, parce qu'ils veulent construire, ils veulent vraiment bâtir, bien, ils ont compris quelque part que s'ils veulent faire quelque chose, ils vont avoir envie, eux, de le bâtir à très, très long terme. Donc, ils ne vont pas s'investir dans des actions puériles. Hein, par exemple, si on veut construire une maison, ben, construire une maison, le bâtisseur va le faire pour qu'elle soit solide, pour qu'elle dure longtemps. S'il s'intéresse à l'agriculture, ben, il va s'intéresser à la nature, comment la nature fonctionne, quelles sont les règles que la nature impose pour qu'on soit capable justement d'obtenir les plus beaux légumes possibles. Donc, le bâtisseur s'intéresse à la vie, s'intéresse à la beauté de la vie, y compris que la vie est un miracle. Et il s'intéresse justement à reproduire ce miracle-là dans la nature, à respecter cela, puis évidemment à chercher à s'inspirer de ça pour développer lui-même, donc, tout ce qui doit être nécessaire pour permettre à la vie de pouvoir justement durer le plus longtemps possible et de s'assurer que chaque action qu'il fait va avoir un impact à long terme parce que pour lui, il n'y a pas d'intérêt justement à faire quelque chose qui n'aura pas de durée parce que le bâtisseur a ce besoin de construire à long terme. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment la première expression de la famille d'âme. Donc, j'avais envie de vous proposer, si vous avez envie de prendre un papier et un crayon, et de vous dire, mais tiens, à quel pourcentage que je me reconnais, moi, dans le bâtisseur? Est-ce que c'est entre 0, de 0, ça serait vraiment pas du tout, jusqu'à 100% qui serait énormément, par exemple. Ce serait une façon pour vous de peut-être mieux cerner, justement, la famille d'âme avec laquelle vous êtes le plus en appartenance, puis donc, par le fait même, de comprendre qu'il y a donc une mission de vie qui est reliée à cela. Comme le bâtisseur, sa mission de vie, c'est quoi? Bien évidemment, c'est de chercher à construire, à bâtir sur Terre à long terme et de faire quelque chose dans lequel un respect de la nature va exister et dans lequel une volonté de continuité va exister. Alors pour lui, s'il fait des vêtements, bien, ce sont des vêtements qui vont être écologiques et des vêtements qui sont très, très durables. S'il fait de l'agriculture, bien, il va faire de l'agriculture biologique dans laquelle il va chercher à respecter la nature. S'il fait des maisons, bien, il va chercher à faire des maisons qui sont avec une conscience écologique et dans lesquelles il va reconnaître l'intégration de la nature dans cet espace-là, ainsi de suite. Vous voyez donc que le bâtisseur va vraiment chercher à développer quelque chose de durable dans lequel la nature sera respectée parce que pour lui, la nature, c'est quelque chose qu'il reconnaît comme étant grandiose et il cherche donc à collaborer le plus possible avec cela. Donc, ça, c'est l'expression que je dirais harmonieuse du bâtisseur.
Il faut savoir évidemment que l'être humain que nous sommes a réussi, sans que ça paraisse trop, à s'éloigner de la nature équilibrée du bâtisseur. Et une des expressions les plus caricaturales qu'on peut retrouver par rapport au bâtisseur, c'est lorsque le chakra racine devient trop actif. C'est-à-dire que l'être humain, quelque part, comme il est confronté à des instincts, à des besoins de sécurité, etc., il est facile, quelquefois, de devenir justement tellement intéressé à ces besoins de sécurité-là qu'on en devienne des matérialistes. C'est-à-dire des gens qui vont tellement vouloir répondre à leurs besoins qu'ils vont constamment chercher à y répondre, chercher à se donner plus d'importance que les autres, puis finalement de moins en moins donner de la valeur à la nature, de moins donner de la valeur à l'idée de la continuité et de chercher davantage à favoriser ce que j'appellerais l'accumulation inutile. Et évidemment, je vous parle de ça parce que j'ai envie de vous faire le reflet de la société actuelle, qui est une société dans laquelle, évidemment, l'appât du gain est devenu très important. L'idée de la durabilité, c'est pas très important, on s'en fout, hein, en disant qu'on puisse vendre beaucoup de choses et que la personne puisse revenir toutes les semaines nous racheter la même chose, alors qu'on pourrait faire quelque chose qui pourrait durer à vie. On n'a pas d'intérêt à faire quelque chose qui va durer à vie. On veut que l'économie soit en croissance constante, hein, notre économie. Donc, on va vouloir finalement faire en sorte que les choses ne durent pas. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, hein, quand on dit, par exemple, que les mers sont polluées par du plastique. Quand on constate que les ressources économiques, les ressources écologiques, les ressources de la planète Terre sont en difficulté, que plusieurs races d'animaux, d'espèces animales sont en voie de disparition ou sont disparues déjà, quand on regarde comment on se traite nous-mêmes en tant qu'être humain, on comprend ici que cette nature matérialiste nous a éloignés de la nature du bâtisseur. Et évidemment, l'objectif qu'on va voir dans les transformations de l'être en 4 étapes, c'est de chercher justement à renouer contact avec l'expression juste du bâtisseur. Donc, ça, c'était pour la première grande famille d'âmes. Si il y a des questions, des choses comme ça, bien, vous me faites savoir, puis moi, je pourrai répondre à vos questions à ce sujet-là. Donc, la deuxième grande famille d'âmes, ce sont les communicateurs qui sont reliés au chakra sacré. Alors, quand on regarde encore là dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, on peut envisager justement que les communicateurs c'est que l'être humain a compris à un moment donné qu'il fallait qu'ils collaborent entre eux. La collaboration, c'est un peu comme des communautés qui se sont installées. Et ces communautés-là, quelque part, se sont mises à donc développer un système de fonctionnement pour fonctionner le mieux possible. À cette époque-là, on dit que l'être humain a mis en évidence, a mis en valeur la valeur de la femme. C'est un système matriarcal qui en est résulté. Quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, il y a un moment donné, l'être humain a beaucoup cherché à développer donc une forme de communauté dans laquelle on vénérait beaucoup les déesses, beaucoup la femme, beaucoup la mère comme étant porteuse des enfants, etc. Donc, il y avait un système qui mettait beaucoup en évidence que la femme avait un mot à dire important à cette époque-là. Et c'est certain que cette idée du communicateur, qu'est-ce que c'est? C'est ma capacité à moi, en tant qu'être humain, de reconnaître que j'ai une identité. Hein, je suis né sur Terre avec des qualités et des défauts. Ce n'est pas des qualités que j'ai souhaitées, ce n'est pas des défauts que j'ai souhaités, c'est ce que je suis. Enfin, quand je découvre, à mesure que j'évolue dans ma vie, ce que je suis. Et je constate qu'à travers cette évolution-là, j'ai un désir, donc, évidemment, dans un premier temps, de me connaître pour être le plus authentique possible. L'authenticité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être le plus vrai possible avec moi-même. Donc, dans ce sens-là, d'accepter qui je suis et de chercher à être capable de l'accueillir, de l'assumer devant moi, avec moi-même. Donc, d'être capable d'être vrai avec moi, mais aussi être capable d'être vrai avec mon entourage. Et ça, c'est vraiment un fondement essentiel quand on y pense en tant qu'être humain. C'est logique. Je suis vrai et je cherche à être vrai avec les autres. C'est un sens de communication qui est tout à fait normal d'un point de vue humain. Hein? Alors, ce n'est pas quelque chose de si surprenant que ça de comprendre que cette famille d'âmes-là va donc s'intéresser à la communication et va chercher donc à travailler dans une communication la plus vraie possible. Encore une fois, quand on regarde comment l'être humain fonctionne, on peut envisager quelque part, encore une fois, que l'être humain s'est un petit peu perdu dans cette vision de la communication authentique à travers les temps et qu'on est arrivé effectivement à un monde de manipulation. C'est-à-dire un monde de manipulation, c'est encore là un reflet un petit peu collectif que je présente en disant ça comme ça. Mais la manipulation, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le sentiment qu'au lieu d'être vrai, je comprends qu'il est préférable que je ne sois pas vrai. Parce que si je ne suis pas vrai, je vais pouvoir finalement faire en sorte que ce que je veux, je vais pouvoir l'obtenir. Alors, si j'étais vrai, ben, je me trouverais dans une position où les gens verraient qui je suis, puis peut-être qu'ils ne seraient pas en mesure de me donner ce que j'ai, donc ce que je veux vraiment. Donc, en le cachant, en jouant, en manipulant, je peux arriver peut-être à l'obtenir plus facilement.
Alors, vous voyez que ça, c'est quelque chose on va retrouver dans beaucoup de secteurs dans la vie. Simplement entre nous, hein, par exemple, vous avez peut-être déjà eu cette pensée-là de vous dire, mais cette personne-là, elle est conne. Pourquoi elle est conne? Mais parce qu'elle dit toujours la vérité, parce qu'elle dit toujours ce qu'elle pense, parce qu'elle est toujours vraie, finalement. Elle est conne parce qu'elle est toujours vraie. Et c'est pas normal d'être toujours vrai parce que dans la société, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors que finalement, on doit envisager que l'idée d'être vrai, ce serait tout à fait normal dans une société entre êtres humains, qu'on soit capable de communiquer des vraies choses. Mais on a appris, à travers notre évolution, notre cheminement, à s'éloigner de cette vérité-là, à développer, par exemple, des publicités. La publicité, c'est tout à fait standard. On reconnaît que la publicité n'est pas là pour nous dire la vérité, elle est là pour nous vendre quelque chose. La politique, un politicien va nous promettre quelque chose et quand il va être élu, il ne nous donnera pas. Il va simplement dire, ben non, les circonstances ont changé. Dans plein de secteurs, on va retrouver quelque part cette notion justement de fausseté, de mensonge, et qui fait que les gens, quelque part, ont des intérêts et c'est les intérêts qui priment. Alors, vous voyez qu'actuellement, on retrouve beaucoup ça dans le monde. On n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est la vérité. Maintenant, avec Facebook, les réseaux, mais les médias, par exemple, avec le coronavirus, bon, il y a plein d'éléments quelque part qu'on peut questionner, à savoir, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas? On n'est plus capable de savoir c'est qui est vrai. Est-ce que le gouvernement nous dit la vérité? Est-ce que la société nous dit la vérité? Est-ce que mon ami me dit la vérité? Est-ce que ma compagne me dit la vérité? Vous voyez, on devient quelque part un peu paranoïaque, hein, parce que justement, on est comme conscient qu'il y a comme une espèce de une trame à quelque part qui est au-delà de l'être humain, qui nous manipule finalement. Et c'est ça un peu que le communicateur, lui, justement, va avoir envie de se sortir de ça en se disant, ben non, moi, j'ai choisi d'être vrai et j'ai choisi de développer des relations vraies avec les gens. Alors, c'est sûr que ça fait pas, c'est un monde qui est déjà un grand changement parce que ça nous amène une certaine forme de maturité. C'est-à-dire que moi, j'assume qui je suis et je suis capable de témoigner de qui je suis avec d'autres êtres humains qui vont être capables de témoigner de ce qu'ils sont. Alors, ça crée des situations de partage, d'échange qui sont beaucoup plus constructifs et beaucoup plus évolutifs. Alors, c'est certain que c'est un peu cette famille d'âmes-là des communicateurs, mais va chercher justement, elle, à beaucoup travailler dans le sens de la communication, justement. Hein, sa mission de vie, ça va être de communiquer. Et cette communication-là va vraiment chercher à être la plus vraie possible, la plus sincère possible, puisque son désir, c'est de partager dans une forme d'échange et de vérité. Alors, vous voyez que c'est ça un peu l'objectif que le communicateur va se fixer dans sa mission de vie. Alors, si on poursuit maintenant donc avec le guerrier, la grande famille des guerriers, qui est la troisième, bien évidemment, quand on regarde dans l'évolution de l'humanité, d'un point de vue collectif, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, lorsque l'âge de bronze et l'âge de fer est arrivé à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, on a commencé à comprendre qu'on pouvait utiliser des armes, on pouvait développer des armes. Entre autres, avec l'âge de fer, il y a eu beaucoup de guerres, d'armements qui ont été construits à ce moment-là, puis il y a eu beaucoup de guerres aussi qui ont eu lieu à ce moment-là, et ça correspond bien à cette nature guerrière hein, qui se retrouve au niveau du chakra solaire. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un guerrier équilibré? C'est pas un guerrier qui va prendre son épée et il va nous taper dessus. C'est plutôt un guerrier qui va comprendre qu'il peut bénéficier d'un pouvoir beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant s'il est capable de reconnaître les avantages d'être en collaboration et en échange avec d'autres êtres humains. Moi, par exemple, je peux reconnaître que je vais être plus fort si je collabore avec telle personne qui est à côté de moi et telle autre personne qui est à côté de moi, parce qu'elles ont des qualités complémentaires aux miennes. Je vais donc augmenter mon pouvoir. Donc, vous voyez que le guerrier, dans un contexte de pouvoir, comprend quelque part qu'il n'a pas à dominer les autres, il a plutôt avantage à reconnaître les compétences de chacun pour augmenter sa puissance et sa force. Et c'est de cette façon-là qu'il va pouvoir justement développer un pouvoir de plus en plus grand par rapport à lui-même, mais aussi par rapport aux autres. Alors, si le guerrier se comporte d'une façon juste avec les gens, qu'est-ce qui va en résulter? Bien, les gens vont l'applaudir, puis ils vont le vénérer, puis ils vont l'aimer, puis ils vont avoir envie de le servir. Donc, vous comprendrez donc dans ce sens-là que cette nature guerrière-là, dont je viens de vous parler, c'est la voie équilibrée du guerrier, qui est un leader, mais un leader qui a une certaine justesse, un certain rayonnement, parce qu'à quelque part, il y a une certaine forme de volonté de ne pas exploiter les autres, mais de vraiment collaborer avec les autres, sachant que s'il collabore avec les autres, il y a des chances que son pouvoir demeure beaucoup plus important et beaucoup plus puissant à long terme. Alors que malheureusement, encore là, si on regarde le déséquilibre du guerrier, ben, ça nous amène vers le dominant. Hein, qu'est-ce que c'est que le dominant? On regarde simplement la société capitaliste, on sait qu'il y a des dominants et des dominés. Les dominants, quels sont-ils? Ce sont les gens, quelque part, qui cherchent à dominer les autres. C'est-à-dire qu'ils vont chercher justement à utiliser leur pouvoir pour se faire écraser les autres, pour essayer de les humilier, pour essayer quelque part de les mettre à genoux, hein, par exemple.
Alors, évidemment, c'est caricature que je fais, mais d'une façon collective, on comprend bien quelque part que la société fonctionne sur ce concept, justement, que des gens nous dominent, puis des autres qui sont dominés. Alors, on en arrive justement à oublier quelque part cette justesse dont je vous parlais tantôt. Il suffit de regarder en France, hein, par exemple, je suis quand même sensible, j'y vais quand même assez régulièrement avec le concept des gilets jaunes. D'ailleurs, Cédric, je vois que tu as un gilet jaune, hein, je ne sais pas s'il y a un signe, mais l'idée des gilets jaunes, bien évidemment, c'est intéressant de constater quelque part que le leader, mais c'est un leader, bon, Macron est un leader, c'est hein, le président de la France, c'est un leader, puis il demande de quelle façon que moi, en tant que président, en tant que aide de pouvoir, je peux manifester mon pouvoir et de quelle façon que je peux parvenir à amener une certaine forme de respect par rapport au pouvoir que j'ai, tout en tenant compte des gens qui sont autour de moi. Et là, ça demande évidemment une grande leadership pour être capable de faire ça, puis une grande maturité, je dirais, pour être capable d'arriver à gérer tout ça pour éviter les conflits qui peuvent exister. Alors tout ça, finalement, c'est ça un peu que le guerrier, dans l'expression équilibrée, va chercher à faire, c'est qu'il va comprendre qu'il est possible d'arriver à manifester une force et une puissance tout en étant conscient que les autres, qu'est-ce que les autres veulent et qu'est-ce que lui veut, et d'arriver à trouver un consensus dans un contexte de réalité. Alors, évidemment, c'est plus facile quelquefois d'utiliser la force, puisque la force, bien évidemment, nous fait comprendre aux autres qu'on est plus fort qu'eux. Mais cette situation est un danger parce qu'un jour ou l'autre, cette puissance, cette autorité qu'on manifeste sur des gens, va un jour ou l'autre nous retomber en plein visage. Il y a comme un phénomène de balancier qui est là-dedans. Hein, qui va inévitablement être présent. Et c'est certain qu'il faut être conscient aussi de cette réalité-là, tant d'un point de vue individuel, c'est-à-dire dans un contexte de couple. Hein, moi, je domine un compagnon ou une compagne. Ben, à mon avis, le compagnon, ben, il va y avoir des conséquences qui vont en résulter. Dans un contexte collectif, ben, il y a un peu un phénomène similaire qui peut se manifester, qui peut prendre peut-être plus d'années, mais c'est certain que c'est quelque chose à laquelle il faut être sensible également. Donc, ça, c'était pour le guerrier. La quatrième famille d'armes dont on pourrait parler également, ce sont les serviteurs. Toujours dans le processus de l'évolution de la collectivité humaine, on peut envisager que le serviteur a pris forme, s'est développé d'une façon plus spécifique lors de la venue de la religion catholique, du mouvement catholique qui s'est manifesté sur Terre. On a commencé justement à parler d'amour. Et cet amour-là, évidemment, c'est une énergie quelque part importante. L'amour, hein, c'est finalement aimer son prochain, c'est comme aimer soi-même, bon, ce concept-là. Puis évidemment, on a compris évidemment qu'il y a eu très vite un genre de dérapage, c'est-à-dire que cette volonté d'aimer que l'on portait en soi par ce mouvement-là s'est détournée de son objectif par cette forme de position de pouvoir que la religion catholique justement a manifestée dans la collectivité. C'est-à-dire qu'on a commencé à vouloir rendre coupables les gens, on leur demandait de se dévouer, de se soumettre finalement à Dieu. Et puis bon, il y a eu toute une des conséquences malheureuses. Hein. Il y a eu plein d'événements, il y a eu des guerres autour de ça, il y a eu plein de choses qui nous ont complètement éloignés de cette nature, de cette énergie d'amour que incarnait ce mouvement-là au départ. Donc le serviteur, c'est un être d'amour. Maintenant, l'expression équilibrée du serviteur, c'est un être justement qui a compris que, d'une part, cette capacité qu'il a de s'aimer lui donne envie, parce qu'il a développé une certaine maturité, le serviteur, il a reconnu ses besoins de sécurité, il a reconnu ses besoins affectifs, il a reconnu son besoin de s'affirmer, il a reconnu son besoin de s'aimer. Et parce qu'il a reconnu son besoin de s'aimer, il a envie, puis il a maturé, il y a une certaine maturité chez le serviteur, il a compris comment la vie fonctionnait, et il s'est dit, mais moi, j'aurais envie d'apporter à la société ma vision du monde, Et c'est là qu'on va commencer à voir des serviteurs qui vont proposer des voies marginales. On voit justement des individus qui proposent des solutions. Alors, on parle souvent des problèmes, on parle souvent de l'aspect sombre des choses, et ça mettait beaucoup en évidence cette notion de serviteur. Les serviteurs sont des gens qui sont des individus et qui ont une certaine maturité, une certaine compréhension des choses et se disent, moi, j'ai des solutions. Et ils ont la compréhension, ils ont la maturité, ils ont l'intelligence de se dire, j'ai une réponse, mais je ne pourrai pas l'appliquer à la collectivité humaine. Je vais donc l'appliquer dans un microcosme, c'est-à-dire une genre de petite communauté que je vais créer et dans laquelle je vais pouvoir proposer des solutions. Alors, on voit vraiment bien ces propositions d'individus qui sont comme vous et comme moi, mais qui ont eu la motivation de se dire, ben moi, j'ai des solutions, j'ai envie de les mettre en application immédiatement, dans un court terme, et de chercher justement à porter à quelque part une petite lumière dans la dimension sombre de l'humanité, on pourrait l'exprimer comme ça. Donc, le serviteur a donc cette envie justement
de faire valoir quelque part qu'il y a des solutions et de les valoriser. C'est quelqu'un aussi, le serviteur, qui va avoir envie d'être aimé. Alors, il va donc faire beaucoup de choses pour être aimé. Puis cette notion d'amour va l'amener justement à vouloir être reconnu par l'extérieur et ça va développer cette notion de communauté également. Vous avez déjà sans doute entendu parler de gens qui ont des communautés. Les communautés, quelque part, ce sont, par exemple, sur YouTube, je peux avoir un certain nombre de personnes qui me suivent. Sur Facebook, je peux avoir un certain nombre de personnes qui me suivent. Il y a donc des gens qui ont développé cette habileté-là à se faire aimer, parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont sympathiques, parce qu'ils donnent, parce qu'ils témoignent d'une certaine connaissance qu'ils ont. Et les gens, en échange, vont les suivre et ça va leur donner donc une certaine notoriété. Donc, le serviteur, c'est aussi ça. Alors, pour moi, le serviteur, c'est un peu la nouvelle ère, en quelque part, du monde. C'est-à-dire qu'on parle souvent de l'ère du Verseau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette ère-là. C'est une ère d'évolution où on amène un changement, où on considère qu'il y a un changement de conscience qui s'effectue. Certainement qu'on peut envisager que actuellement, tout doucement, on se dirige, on intègre ça de plus en plus. Et cette intégration-là se manifeste à travers justement cette notion de la communauté, c'est-à-dire qu'on reconnaît de plus en plus que des communautés peuvent exister, des communautés de gens qui se ressemblent et qui ont envie de collaborer ensemble et qui ont envie donc de contribuer à un changement dans le monde. Et c'est ça qu'on va retrouver beaucoup chez les serviteurs. Quand on regarde maintenant la version moins belle du serviteur, mais j'en ai peu parlé tantôt avec la religion catholique, mais c'est toute la notion de sacrifice. On nous a beaucoup enseigné à devoir se sacrifier, à devoir oublier quelque part qu'on avait le droit d'exister au nom de quelque chose, au nom de Dieu, au nom de, il y a plein de, au nom de, on a appris donc à s'oublier quelque part. Et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, que le serviteur, comme c'est un ère dans lequel on apprend justement à reconnaître notre valeur, mais on est en train de se sortir un petit peu de cette mémoire de sacrifice pour oser assumer quelque part la beauté que nous sommes, chacun d'entre nous avons, et qui nous relie à notre chakra du cœur, qui nous amène à nous aimer et à nous valoriser et à nous donner la permission justement d'exprimer qui nous sommes justement de façon plus équilibrée, plus évoluée, je dirais. Donc ça, c'est pour donc le serviteur. La cinquième famille, ce sont les créateurs qui sont donc reliés au chakra de la gorge. Et là, évidemment, on comprend que dans l'histoire de l'humanité, les créateurs sont beaucoup moins nombreux, par exemple, par rapport aux serviteurs, aux guerriers, aux communicateurs, aux bâtisseurs. Pour la simple raison qu'au niveau historique, les créateurs, c'est des individus qui ont été inspirés. Pourquoi ils ont été inspirés? Parce qu'ils sont reliés au ciel. Parce qu'à partir du moment où on tombe dans la chakra de la gorge, on reconnaît que ce sont des êtres qui sont plus connectés avec le ciel et qui sont plus connectés avec des idées, des inspirations, des énergies quelque part qui ne sont pas accessibles à tous. Un peu comme des êtres qui sont allumés et qui sont connectés avec des antennes plus élevées, plus grandes que les autres. Et ces antennes-là, quelque part, vont leur permettre d'amener sur Terre des projets, des inventions, des idées qui ne sont pas mises en place sur Terre. Donc, ce sont des gens qui arrivent avec des nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir les choses, et ils vont donc être des innovateurs. Et comme tout être innovateur, vous comprendrez que ce n'est pas toujours facile, parce que quand j'arrive avec une idée trop nouvelle sur Terre, la première chose qui va arriver, c'est que les gens vont me regarder et vont me dire, t'es fou, c'est une idée de fou que tu as, ça n'a aucun bon sens, etc. Ça va prendre un certain temps, et même des fois, ça peut prendre même des centaines d'années avant qu'un créateur puisse être reconnu dans ce qu'il avait exprimé. Je donne l'exemple ici du physicien Einstein, Albert Einstein, qui a pris quand même plusieurs années avant d'être reconnu dans la théorie de la relativité par des physiciens. Je ne parle même pas du grand public, je parle simplement par rapport à des physiciens, parce que les physiciens n'étaient pas capables de comprendre ce qu'il racontait, parce qu'il avait une longueur d'avance sur eux. Donc, vous comprendrez ici que quand les créateurs arrivent sur Terre avec leurs idées, ils ont quelque part capté quelque chose que personne n'a capté. Donc, avant que les autres soient capables de le représenter intérieurement, ça va prendre un certain temps pour qu'ils soient capables, justement, par la suite, de l'intégrer et de l'enregistrer. Donc, les créateurs sont donc des individus qui sont vraiment des individuels, ils sont individualistes, ils ont confiance en eux, ils captent des choses en eux qui leur sont vraiment personnelles et ils sont capables de l'assumer devant d'autres êtres humains, même si les autres êtres humains qui sont devant eux ne vont pas reconnaître ce qu'ils disent. Ils ont assez de force individuelle pour croire vraiment en ce qu'ils perçoivent. Donc, ce sont des gens, quelque part, qui ont une force de caractère assez importante et qui vont quand même assumer, même si on ne les accepte pas, ce qu'ils ont à incarner sur Terre.
Donc, c'est ça un peu qui était assez intéressant avec les créateurs. Encore une fois, lorsqu'on comprend ici que le créateur, la grande famille des créateurs n'est pas toujours équilibrée, c'est-à-dire que l'être humain peut s'éloigner de sa nature créatrice-là, ben, qu'est-ce qui va arriver souvent? Ben, il peut y avoir, donc, d'une part, donc, ces innovateurs-là qui vont s'exprimer, puis il peut y avoir, donc, évidemment, des gens qui vont se priver de leur propre créativité parce qu'ils ne vont pas être capables de l'assumer tout simplement. Mais une des choses qu'on retrouve le plus par rapport aux créateurs, qui est le principe qui nous éloigne de la créativité, c'est les gens qui copient. Alors, qu'est-ce que je veux dire par copier? C'est-à-dire que moi, je vois quelqu'un qui a une super idée, super avant-gardiste, fantastique, merveilleux. Il s'est battu pendant 20 ans pour arriver à faire valoir son idée. Et puis moi, ben, quelque part, je trouve que son idée a l'air bonne et je la copie et je suis simplement son chemin. Alors, vous voyez, ça, on tombe dans la copie, on n'est plus dans la créativité, on n'est plus dans l'inspiration, on ne se fait pas confiance à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. On va simplement reproduire quelque chose qui a déjà été fait en se disant, ben, en le reproduisant, je vais pouvoir bénéficier de ce que cette autre personne a créé. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la société, encore une fois. Par exemple, je donne des exemples très caricaturaux. Il y aurait un petit restaurant chinois à Cannes, je ne sais pas trop où, là. Et ce petit restaurant-là, quelque part, je l'aime bien, ça fonctionne super bien. Ben moi, j'ai une idée de développer un restaurant. Je trouve que ce restaurant a bien fonctionné. Ben voilà, juste à côté, je vais sortir un restaurant chinois aussi de la même façon, avec le même concept. Alors, vous voyez que là, ça tombe dans une forme de bêtise, en quelque part. Mais c'est souvent quelque chose qu'on retrouve encore là dans la société. Hein. C'est ce concept de popularité, entre guillemets, qui fait qu'une idée est émise et que par cette idée-là est émise et qu'elle semble fonctionner, bien, plein d'autres êtres humains vont la reproduire pour chercher justement à bénéficier de cette idée-là. Alors, on tombe dans quelque chose qui n'est plus créateur à ce moment-là, mais qui peut effectivement fonctionner dans un contexte de société dans lequel la croissance économique, dans lequel on cherche à tirer profit de quelque chose. D'accord? Alors, ça, c'est une expression qui nous éloigne encore une fois de notre nature créatrice et qui est quelque chose qui est fréquent hein, dans la société, qu'on retrouve fréquemment. Et pourquoi on n'est pas capable d'accéder à notre créativité? Mais tout simplement parce que, quelque part, on n'est pas souvent connecté avec le ciel, tout simplement. Alors, à travers le processus, le développement, quelque part, de l'enseignement que je vais vous proposer, bien, c'est sûr que c'est ça qu'on va chercher à faire, de développer, d'ouvrir notre conscience davantage à cette nature créatrice qui est en soi. Après le créateur, il y a donc la famille des philosophes. Alors, les philosophes, finalement, ce sont des gens qui ont une synchronisation des deux hémisphères cérébraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intuition et la raison collaborent ensemble. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Souvent, les gens vont me dire, oui, mais comment pourrais-je devenir intuitif? Mon mental m'empêche toujours d'être intuitif. Il faut comprendre que le philosophe a très bien compris la collaboration qui existe entre les deux univers. Moi, je suis un intuitif, et l'intuitif va être capable d'articuler une pensée intellectuelle grâce à son mental. Alors, si je ne suis qu'intuitif, je ne bénéficierai pas de la capacité de mon mental d'articuler une pensée qui va me permettre de la transmettre vers d'autres êtres humains. Alors, c'est donc important de comprendre que le philosophe a une belle compétence, une belle qualité, puisque ces deux hémisphères collaborent ensemble, donc l'intuitif et le rationnel. Et parce que ça collabore ensemble, ça permet de développer une position de témoin. La position de témoin, elle est fondamentale dans la démarche intuitive parce qu'elle me permet justement, dans une pratique de pleine conscience intuitive, de pouvoir observer, prendre un recul et d'observer qu'est-ce qui se passe en moi. C'est-à-dire que quand j'utilise mon véhicule imaginaire et que je me mets en relation avec mon genou, par exemple, et que je capte des images, des sensations et des mots qui émanent de mon genou, mais il faut que moi, je sois dans une position de témoin pour accueillir cela. Parce que moi, si je suis agité et que je pense à plein d'autres choses et que je ne suis pas du tout dans une position de réceptivité, je ne suis plus dans un processus de pleine conscience intuitive. La pleine conscience intuitive repose vraiment sur le principe que je suis dans un état de retrait pour accepter que le monde imaginaire émerge une forme de sagesse, une forme d'intelligence que je vais accepter comme un langage que je vais apprendre à découvrir par le questionnement, le décodage et tout ça qui va être manifesté. Donc, vous voyez que le philosophe, donc, a vraiment un élément important parce que le philosophe, qu'est-ce qu'il va apporter par cette capacité qu'il a de faire une intégration de l'intuition et du rationnel? C'est qu'il va souvent développer un mouvement spirituel, un mouvement politique, un mouvement social, un mouvement philosophique, un mouvement économique. Bon, il va avoir un impact social parce que justement, il y a des perceptions, mais il est capable de les transmettre. Ça, c'est la grande qualité du philosophe. C'est donc un être qui est sage, qui est intuitif, qui est capable d'être un grand conseiller parce qu'il comprend des choses que les autres ne comprennent pas. Hein, par exemple, une personne a des problèmes divers dans sa vie, mais le philosophe est capable d'expliquer à cette personne-là pourquoi elle a ces problèmes-là, parce qu'il est capable de décoder ce qui se passe.
Alors que c'est ça, donc, la force du philosophe, et c'est ça qui va l'amener justement à être un sage, un conseiller, bien sûr, un genre de coach, hein, par exemple, mais aussi une personne qui va être capable de développer un langage, de développer une genre de philosophie très, très riche, qui va être souvent reconnue socialement parlant. Hein, souvent, le philosophe a un impact plus social face à une collectivité. Et puis c'est là qu'il peut y avoir un problème, évidemment, parce que quand on arrive avec des idées originales, parce que le philosophe est connecté avec le ciel aussi, hein, donc il est connecté avec une forme d'originalité, et c'est certain que la société peut être dérangée par cette originalité-là, et elle peut donc réagir négativement aux idées que cet être humain-là peut exprimer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez souvent. Alors évidemment, le philosophe, évidemment, le piège qui va se retrouver chez le philosophe, c'est que devant la souffrance, hein, de cette possibilité d'exprimer qui on est véritablement en tant que philosophe équilibré, on va sombrer dans deux voies possibles. Le scientifique, la science. Au nom de la science, je peux affirmer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et si la science n'a pas démontré telle chose, telle chose, telle chose, je ne reconnais pas. Ben, ça, c'est un des pièges qu'on va retrouver. Donc, les gens qui veulent vraiment se coller à la science pour éviter de se retrouver dans une position de sagesse. Hein. Ou l'autre côté, c'est les intuitifs, mais les intuitifs qui vont reconnaître leur intuition d'une façon presque absurde. Hein, par exemple, ben moi, j'étais sur la planète Sirius, j'ai découvert qu'il y avait des petits hommes gris là-bas, et ces petits hommes gris-là n'ont pas de tête, ils parlent dans un langage qui est incompréhensible, et ils ont une intention, quelque part, d'envahir la planète Terre dans 2000 ans d'années, par exemple. Vous voyez, alors là, c'est une caricature que je vous fais, mais vous pouvez comprendre que dans un contexte comme celui-ci, le philosophe se déracine de ses compétences intuitives pour les ramener, parce qu'à ce moment-là, il va comme valoriser quelque chose qui est inaccessible, qui n'est plus connecté avec la dimension terrestre, avec la dimension humaine. C'est intéressant de parler de la planète Sirius, de parler de ces choses-là, mais si on ne fait pas de lien avec le monde terrestre, on devient comme inaccessible. On n'est plus en mesure de pouvoir comme articuler quelque chose qui va donner un sens à ce qu'on va communiquer véritablement. Donc, ça, c'est un des pièges également qu'on va retrouver chez le philosophe aussi. La septième famille, maintenant, ce sont les spirituels. Les spirituels, évidemment, c'est le chakra couronne, qui est le sommet de la tête. Et les spirituels sont des êtres qui sont donc, évidemment, dans une position où ils sont connectés avec la source spirituelle. Ce sont des êtres, finalement, qui sont encore plus rares hein, sur Terre que tous ceux que j'ai nommés jusqu'à maintenant. Puis ce sont des gens, quelque part, qui sont, on pourrait presque dire, qui sont réalisés. Réalisés parce que, justement, ils sont conscients qu'ils sont venus sur Terre avec une mission de vie qu'ils ont à faire. Et cette mission de vie peut les faire reconnaître de tous, comme elles peuvent être faites dans un contexte très, très dissimulé, très caché. Ils n'ont pas besoin de la reconnaissance humaine. Ils ont simplement besoin d'être en accord avec ce qu'ils sont dans leur nature spirituelle. Donc, ce sont des gens, évidemment, qui vont émaner quelque chose de spécial parce que leur connexion avec la dimension spirituelle va être ressentie par le grand public en général. C'est-à-dire que les gens qui sont près d'eux vont avoir envie d'être avec eux parce qu'ils vont ressentir, ils vont voir, entendre un sentiment d'aspect paisible, d'aspect quelque part réconfortant, d'amour, de sentiment quelque part de bien-être. Donc, ce sont des gens qui vont être recherchés par cela. Même ces gens-là ne vont pas nécessairement faire des efforts pour pouvoir que les gens viennent vers eux. Hein. Ce sont des gens qui vont naturellement, quelque part, dégager ça, puis ils vont constater que les gens vont venir vers eux pour cette raison-là. Donc, ça, c'est pour les spirituels. Puis, ça se traite encore une fois que quand on tombe dans les pièges du spirituel, ben, c'est que le spirituel, lui, peut se retrouver dans une position par exemple, ou pour éviter d'assumer cette dimension spirituelle-là, il pourrait sombrer, par exemple, dans l'existentialisme, c'est-à-dire je ne reconnais pas Dieu, je ne reconnais pas de dimension spirituelle, parce que quelque part, j'ai trop peur de ça, mon éducation m'a empêché de me connecter avec ça, donc je le refuse, et je deviens quelque part quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, par exemple. Ce serait une voie d'expression possible. L'autre voie d'expression possible, c'est en façon exagérée, et caricaturales, ce sont les gens, par exemple, qui vont choisir de donner leur vie à Dieu. Ils vont, par exemple, rentrer dans une institution religieuse et ils vont se vivre comme moines, par exemple, dans un mouvement monastique dans lequel ils ne vont plus sortir, vont se donner à Dieu complètement. Donc, ça, c'est une autre expression de l'être spirituel. Une autre façon qu'on pourrait envisager la chose, c'est l'être humain qui est spirituel et qui se révolte contre Dieu. En se révoltant contre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se dit, ben moi, je vais te montrer, Dieu, que je suis plus important que toi. Et là, ça, c'est un délire de l'ego, hein, évidemment, que je vous parle, mais c'est un délire de l'ego qui peut m'amener, moi, à développer une secte, par exemple, et à développer, quelque part, des règles dans la secte dans lesquelles je vais avoir certains privilèges et qui peuvent amener ces gens-là qui sont autour de moi à être dominés par moi, par exemple. Vous voyez, alors ça, c'est des
des éléments qui vont nous éloigner, bien sûr, de la dimension spirituelle, de la famille d'âmes des spirituels équilibrés, mais qui sont reliés à des dangers réels. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un spirituel équilibré, mais qui perdrait pied par des événements de la vie, pourrait l'amener dans l'une ou l'autre de ces chemins-là que je viens de vous décrire, par exemple. Donc, vous voyez, ça, c'est les 7 grandes familles d'âmes que j'avais envie de vous parler pour commencer, qui nous indiquent un petit peu les missions associées à ça. Je n'ai pas trop précisé, mais je pense que vous avez compris que pour chacune de ces voies-là, ben, quelqu'un qui est spirituel va avoir envie donc de reconnaître à quelque part qu'il y a une mission à laquelle il se sent profondément lié, il va avoir envie de l'assumer. Le philosophe va avoir envie, lui, de présenter quelque chose qui est une certaine forme de philosophie, un genre de mouvement, vous voyez, qui va avoir envie d'articuler à travers l'écriture, à travers une école, etc. Le créateur, bien évidemment, c'est quelqu'un qui va arriver avec une innovation, des inventions, etc., et ainsi de suite. Donc, voilà. Alors, je pose des questions sur cette première partie de la conférence. Alors, oui, il y a des questions. Qui est, peut-on être serviteur, bâtisseur, communicateur, guerrier à la fois? Oui, on pourrait. Probablement, on l'est. La question est, tous les êtres humains, tout être humain, nous sommes tous habités par les 7 grandes familles. D'accord? On est tous habités. Maintenant, quand je vous ai dit tantôt de pouvoir définir un pourcentage entre 0 et 100 pour chacune d'elles, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le bâtisseur, par exemple, je suis habité par le bâtisseur, mais je peux être habité de 10 de bâtisseur. Le communicateur, je peux être habité par lui à 90 le guerrier à 50 le serviteur à 30 le créateur à 8 le philosophe à 70 et le spirituel à 92 pour vous donner les images. Alors, déjà, en faisant ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire, quelque part, qu'on a des dominances. Il y a donc des expressions qu'on va reconnaître comme étant plus fortes en soi, et il y a des voix qu'on va reconnaître comme étant vraiment très faibles. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre justement qui on est. Parce que si moi, j'ai des expressions qui sont très puissantes, par exemple, si je suis très spirituel, par exemple, mais que je ne suis pas du tout bâtisseur, vous comprendrez que cette dualité-là, cette espèce de désaccord, fait que l'énergie est beaucoup trop dans le sommet de la tête et je ne suis pas suffisamment connecté avec la dimension terrestre. Donc, il y a des risques au niveau de ma personnalité qui va se développer, qui va tendre vraiment vers une voie plus spirituelle, moins enracinée et qui va peut-être avoir plus de difficultés à manifester et s'incarner sur Terre. Donc, vous voyez que c'est ça qui va nous amener progressivement à comprendre cela. C'est-à-dire que moi, j'ai développé une typologie. Cette typologie va voir le jour très bientôt. Et donc, je viens de vous présenter 7 grandes familles, mais il faut savoir qu'il y a 56 états, en fin de compte, de conscience possibles à travers cette vision-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs états associés au chakra. Donc, je ne vais pas nécessairement parler en détail parce que ça aurait été trop long. Mais sachez qu'il y a donc plusieurs expressions possibles en chacun de nous par rapport à chacun des chakras. Donc, c'est possible, bien sûr, de pouvoir être plusieurs à la fois, oui. Merci pour ta réponse, merci pour la question. Voilà, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions et puis on les prendra à la fin. Voilà, donc je peux te laisser continuer si tu souhaites, bien sûr. OK. Bon, là, on arrive donc à la deuxième partie de la conférence. Donc, la première étape, c'était de vraiment définir un petit peu cette notion de mission de vie. Alors, pour revenir sur la question qui m'a été posée, bâtisseur, communicateur, guerrier, serviteur, peut-on être tous à la fois? Oui, mais à des pourcentages. Ça veut donc dire que je peux être tous à la fois, mais avec des pourcentages différents. Et c'est ça qui est important, parce que c'est ces pourcentages-là qui vont me permettre de reconnaître que je peux être plus un que l'autre. Et ça, c'est important de bien définir tout ça pour être capable d'arriver à mettre en lumière la couleur qui émane de qui je suis. Par exemple, je pourrais être très fortement bâtisseur et très fortement guerrier, et communicateur et serviteur moins. Donc, déjà, ça voudrait dire que le bâtisseur et le guerrier sont davantage ce qui m'anime. Donc, c'est ça qui nous permet de mieux définir aussi les expressions de l'être que je suis. Donc, on a parlé de transformation de l'être en 4 étapes dans la conférence. C'est les 4 étapes que je vais vous présenter, toujours en accord avec, évidemment, les 7 grandes familles qu'on a regardées ensemble. Donc, la première chose, et ça va nous permettre aussi de présenter la formation, les 4 ateliers aussi, parce que les 4 étapes, c'est 4 ateliers. Donc, chacune des étapes va être associée à un atelier. Donc, ça va me permettre aussi de pouvoir vous les présenter à la fois. Donc, première étape, c'est l'utilisation, évidemment, de la pleine conscience intuitive pour être capable, justement, d'identifier la famille d'âme à laquelle on appartient, mais surtout la mission de vie à laquelle on appartient. De quelle façon qu'on va faire ça? Alors là, il faut que vous compreniez 2 choses là-dessus.
Lors des ateliers, moi, ce que je vais faire, c'est que moi, je suis thérapeute intuitif depuis plusieurs années et ce que je vais faire dans l'atelier, je vais prendre le temps de faire des exercices avec vous, mais dans lesquels je vais inclure des informations intuitives qui vont vous concerner. Ces informations intuitives vont avoir le but de vous aider à identifier justement la mission de vie avec laquelle vous êtes le plus en résonance. OK? Donc, dans un premier temps, je vais vous enseigner des techniques comme l'enracinement, la pleine conscience intuitive, comment on peut arriver à développer la pleine conscience intuitive, mais en vous donnant des enseignements qui sont adaptés à chacun de vous. C'est-à-dire, comment je vais faire ça? C'est-à-dire que chaque technique que je vais vous proposer, je vais me relier à chacun des participants en donnant une information à chacun d'eux, en leur disant bon, à quel moment je vais parler d'eux, etc. Donc, ça va vous donner donc un enseignement personnalisé, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'information qui va vous concerner. L'autre chose, c'est que moi, je vais vous enseigner donc la pleine conscience intuitive et la pleine conscience intuitive va vous donner l'opportunité, à partir du moment où vous avez identifié votre mission de vie, de pouvoir faire un travail sur cette mission de vie-là pour arriver à être plus en plus en harmonie avec vous-même vis-à-vis d'elle. Comment va-t-on faire ça? C'est-à-dire qu'on va reconnaître, par exemple, que si je travaille sur le bâtisseur, par exemple, moi, je pourrais travailler sur mon bâtisseur, puis je pourrais constater que mon bâtisseur n'a pas de jambes et il a la tête ailleurs, il est intéressé à plein de choses en même temps et il n'arrive pas justement à donner un sens à sa vie dans le monde terrestre parce que tout l'intéresse, mais il n'arrive pas à concrétiser quoi que ce soit. Donc ça serait une expression d'un bâtisseur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous avons un bâtisseur en soi et ce bâtisseur-là a une couleur qui lui est propre. C'est-à-dire que chacun de nous avons des blessures, chacun de nous avons des vécus et l'expression du bâtisseur est plus ou moins en harmonie avec chacun d'entre nous dû à tout ça. Et par le biais de la pleine conscience intuitive, on peut arriver justement à identifier l'énergie psycho-émotionnelle qui est associée à la nature du bâtisseur pour parvenir justement à comprendre quelle est la problématique qui existe. Et ensuite, par le biais du décodage intuitif, de la déprogrammation de la mémoire cellulaire et des techniques de soins qui sont proposées dans l'enseignement, je vais vous enseigner de quelle façon il est possible de rétablir la nature du bâtisseur pour pouvoir renouer contact avec cette nature-là et de vous équilibrer davantage de façon à ce que vous puissiez vous réunifier avec chacune des énergies qui animent votre être. Alors, c'est ça un peu qu'on va chercher à faire dans ce premier atelier-là. Donc, je vais vous aider à identifier votre mission de vie et ensuite, on va travailler sur l'expression de la mission de vie qui est en vous, sur de quelle façon qu'elle s'exprime et de quelle façon que vous pouvez chercher à comprendre davantage ce qu'elle a à vous transmettre en termes d'information. C'est quoi ses besoins, c'est quoi qu'elle a comme transmission d'informations à vous donner. Et ensuite, par la déprogrammation, on va donner à cette énergie-là tout ce dont elle a besoin pour se libérer de ses programmations et de ses limitations. Et les techniques de soins vont nous aider justement à rétablir les flux énergétiques dans l'expression de cette énergie-là du bâtisseur qui est en soi, qui est un exemple, ça peut être le communicateur ou autre. Et ça va nous permettre donc par la suite de faire la paix avec cette énergie-là pour pouvoir justement s'harmoniser davantage face à cette énergie-là. Ce qui est important de comprendre par rapport à cette technique d'équilibre dont je viens de vous parler, c'est que dans tous les moments de notre vie, on projette des choses à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, par exemple, le coronavirus, pour donner cet exemple-là, actuellement, le coronavirus, je résonne avec lui. Je résonne avec lui en lui attribuant des choses. Par exemple, j'ai peur parce que mon arrière-grand-mère est morte d'une maladie virale et là, j'ai l'impression que quelque part ça m'est arrivé. Puis bon, vous voyez, je suis en train de me construire une histoire qui tient compte de mon histoire passée et de la réalité. J'en fais un mélange. Mais ce mélange-là n'est pas la réalité. C'est quelque chose que j'ai mélangé, j'ai construit quelque chose qui m'éloigne de ma puissance, qui m'éloigne de ma force. Donc, dans la pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est d'apprendre justement à identifier les mécanismes inconscients, subtils, qui nous éloignent de notre puissance, de notre force et qui nous empêchent d'exprimer la mission de vie qui nous est propre à soi. Et c'est beaucoup ça qu'on va chercher à faire, donc, à travers le décodage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins. C'est un peu comme un jeu qui s'effectue à travers ce jeu-là, mais évidemment, on apprend donc à comprendre et à libérer les programmations et à soigner de façon à ce qu'on ne soit plus prisonnier de toute cette histoire à bracadabrande qu'on peut se construire à notre insu et à notre su, qui nous éloigne de notre nature évolutive, je dirais. Donc ça va être le contenu donc, du premier atelier. Puis, lors du deuxième atelier, ça c'est donc aussi la première étape également dans le processus de la transformation de l'être. La première étape, c'est de vraiment reconnaître que j'ai une mission de vie et de reconnaître en quoi moi je peux collaborer avec cette mission de vie-là pour l'amplifier, l'augmenter, l'accompagner pour que je sois capable de me réaliser le plus possible. La deuxième étape va consister justement à constater que cette mission de vie-là,
je vais chercher donc à l'appliquer puisqu'il y aura un écart de temps entre le premier atelier et le deuxième atelier. Donc, dans le premier atelier, on va chercher donc à appliquer notre mission de vie. Et lors du deuxième atelier, on va identifier quels ont été les comportements limitatifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a empêché d'exprimer ma mission de vie pendant la période de temps où on ne s'est pas vu, puis d'une façon plus générale également. Encore une fois, par le biais de ma capacité à faire des lectures intuitives sur vous, je vais prendre le temps, pendant ce deuxième atelier-là, de regarder avec vous quels sont les comportements limitatifs que vous avez peut-être, avec lesquels vous pourriez travailler. Ça, c'est une première chose. Vous allez aussi, de votre côté à vous, pouvoir me dire, ben moi, j'ai tel comportement, tel comportement. Donc, on va vraiment collaborer ensemble à ce niveau-là. Moi, je n'arrive pas avec une vérité. Je vais plutôt chercher à vous donner des informations pour vous aider, tout simplement, pour vous aider à aller plus loin dans la démarche qui est proposée. Et ce comportement limitatif, finalement, on va chercher à le développer avec toute la typologie que j'ai mis en place, c'est-à-dire qu'on va chercher à reconnaître que pour chacune des grandes familles d'âmes, il y a donc des blessures émotionnelles qui sont associées à chacune d'elles et il y a donc des expressions hypoactives et hyperactives qui sont associées au chakra que je vais chercher à vous présenter d'une façon un peu théorique pour commencer, pour vous aider à identifier en vous quels sont les comportements limitatifs avec lesquels vous êtes le plus en résonance, pour vous aider justement par la suite à revenir sur la pleine conscience intuitive pour effectivement vous permettre de faire un travail d'équilibre et d'harmonisation avec ces expressions limitatives qui sont en vous afin que vous puissiez comprendre leur raison d'être, que vous puissiez les libérer de leur programmation et que vous puissiez rétablir les flux énergétiques dans chacune d'elles afin de renouer contact avec une forme d'harmonie, d'équilibre plus important en vous. Donc, ce deuxième atelier va vous aider à dénouer les nœuds de tension, les blocages qui vous empêchaient de pouvoir exprimer votre mission de vie. C'est donc la deuxième étape pour favoriser la transformation de l'être. Ensuite, nous allons explorer une troisième étape qui va être lors du troisième atelier. Et dans ce cas-ci, on va chercher à découvrir que pour les 7 grandes familles d'âmes, il y a 7 étapes de réalisation de l'être. Ces 7 étapes de réalisation de l'être sont des étapes fondamentales pour arriver à concrétiser un projet, quel qu'il soit. Ces 7 étapes-là, donc, je vais prendre le temps de vous les présenter lors du troisième atelier et vous allez découvrir que chacune de ces étapes-là, par le biais de ma démarche intuitive avec vous, je vais pouvoir vous aider à identifier laquelle de chacune de ces 7 étapes-là qu'on peut vous empêcher, qui peut vous empêcher d'atteindre l'harmonie. Je vais vous les présenter très sommairement, ces 7 étapes-là, parce que ça peut être intéressant pour vous. La première étape qui est reliée au bâtisseur, c'est l'étape dans laquelle j'apprends simplement à être devant un chemin et de reconnaître c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce chemin-là. C'est quoi qu'est-ce que j'ai envie d'incarner en prenant cette voie-là et ce chemin-là. Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait envie? Alors, vous voyez, ça, c'est la première étape où on se dit, OK, je me positionne et je reconnais quelque part que j'ai envie de faire quelque chose. Dans toute étape de réalisation, quelle qu'elle soit, un jour ou l'autre, je dois être capable de reconnaître que pour avoir envie de faire quelque chose, mais il faut effectivement que j'ai une énergie qui est en moi, qui me bouscule un peu et qui me dit j'ai envie de faire telle chose. Alors, c'est ça qui va déterminer quelque part que parce que j'ai envie de faire telle chose, je vais devoir mettre un plan d'action en marche, de dire pour arriver à tel projet, il faudrait que je fasse ça, 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 ça. Donc, c'est un peu comme la mise en place du projet, qui est la première étape, qui est reliée au bâtisseur. La deuxième étape, qui est vraiment importante, c'est relié au communicateur, c'est de l'étape où on va se dire, mais voilà, moi j'ai envie de collaborer. J'ai envie de me mettre en relation avec d'autres êtres humains. Parce que moi, le projet que j'ai envie de mettre en place, je pourrais très bien me dire, ben, je vais m'isoler, puis je vais le faire tout seul. Je vais peut-être réussir, mais il y a des chances que je réussisse beaucoup plus facilement si je reconnais que je peux collaborer, communiquer, échanger, partager avec d'autres êtres humains. Donc, je vais peut-être aller chercher des gens qui ont des connaissances que je n'ai pas. Il y a peut-être des gens que je vais chercher qui vont me soutenir. Bon, il y a plein de gens qui vont me permettre justement de sentir que je suis en train d'incarner quelque part le projet avec beaucoup plus de puissance et de force parce que je vais reconnaître cette notion de collaboration et d'échange et de partage qui peut être associée donc au fait que je puisse donc échanger avec les êtres humains. La troisième étape de la réalisation de l'être, c'est vraiment relié au guerrier. Et c'est évidemment cette capacité que j'ai, moi, de dire, OK, maintenant, j'ai des gens que je collabore, mais qu'est-ce que je suis, moi? Mais je suis le patron, je suis le chef. Quand je dis je suis patron, je suis le chef, ça pourrait être mal perçu, mais je suis simplement celui qui génère quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'étais là, j'avais une idée de mettre en place un projet, j'ai donc
reconnu cette envie-là, j'ai reconnu que j'avais envie de collaborer avec des gens, mais en même temps, c'est moi qui dois décider, qui dois me rappeler que le chemin que je suis en train de prendre, c'est le mien. Donc, si les collaborateurs qui sont avec moi me mènent à prendre un autre chemin que celui que j'avais prévu, mais je suis en train de perdre à quelque part l'expression du guerrier qui est en moi. Donc, c'est important, évidemment, de se rappeler que le guerrier a une intention de se dire, ben voilà, j'ai des collaborateurs avec moi, c'est super, mais c'est moi qui sais où ce qui s'en va parce que c'est moi qui avais l'idée de départ, c'est moi qui sais où est-ce que je dois aller avec ce projet-là. Donc, les gens vont collaborer avec moi pour m'aider à atteindre cet objectif-là. Et pour que je sois capable de vraiment être à la hauteur de cette collaboration-là, de cette confiance que les gens ont envers moi, ben, il va falloir que j'incarne ce que j'ai de mieux en moi. Hein, c'est-à-dire que je sois, par exemple, juste avec les gens, que je sois capable de leur faire comprendre que j'ai besoin d'eux, que je sois capable de les valoriser, que je sois capable d'incarner mon leadership, ma puissance, ma lumière, que je devienne un exemple pour ces gens-là qui se sentent inspirés par moi et qui ont envie de me suivre. Alors, vous voyez, ça, c'est un élément bien, bien important également qui est relié donc au guerrier dans le processus de la créativité. Puis par la suite, bien évidemment, il y a le serviteur qui va me faire comprendre que dans ce processus où j'incarne cette lumière que je suis, ben, il va y avoir des résultats, il va y avoir des conséquences. Les conséquences, c'est que si j'ai réussi à bien gérer le projet, que j'ai bien incarné le projet, que j'ai bien collaboré avec les gens, ben, je vais constater que le projet prend forme. Il y a donc des bénéfices que je vais en retirer qui vont m'amener à me dire, waouh, c'est super, j'ai vraiment bien fait parce que là, j'ai des bénéfices intéressants. Si les bénéfices ne sont pas intéressants, ben, ça va m'amener à me dire, ah, ben, tiens, j'ai fait des choses, puis ça ne semble pas fonctionner. Ça va m'amener donc à simplement réévaluer ça. Donc, au niveau de la région du serviteur, ben, ce que j'apprends à faire, c'est que j'apprends simplement à accueillir, à quelque part, ce que la vie, finalement, me transmet. Et ça me permet donc de pouvoir m'ajuster. Donc, soit retirer bénéfice, soit de m'ajuster pour arriver donc à trouver une expression plus juste du projet en question. Donc, ça mérite une certaine forme d'adaptabilité et d'humilité aussi, je dirais, parce qu'on accepte justement qu'on a beau avoir fait le mieux possible, peut-être qu'on n'arrivera peut-être pas au résultat que l'on avait aspiré au départ. Donc, on aura à se poser des questions, savoir, bon, OK, j'ai fait des choses, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire mieux, etc. Donc, ça nous amène donc tout doucement à favoriser un projet pour qu'il puisse se réaliser de façon plus adéquate à ce moment-là. Quand on poursuit dans le processus de démarche, il y a le créateur qui, lui, va nous amener justement à toute l'idée de la créativité. C'est-à-dire que parce que justement, je constate que des retours qui me sont donnés, ben, je peux être dans un élan de reconnaissance. Cet élan de reconnaissance peut m'amener à avoir de nouvelles idées créatrices par rapport à projet, par rapport à l'idée d'expansion, etc. S'il y a eu des limitations qui ne m'ont pas satisfait, ben, la créativité va me permettre de m'ajuster aussi en conséquence, tout simplement. Donc, je vais pouvoir arriver à concrétiser mes objectifs avec plus d'aisance et plus de facilité à ce moment-là. Si on poursuit évidemment par la suite, bien évidemment, au niveau du chakra frontal, le philosophe, bien lui, évidemment, va m'enseigner une chose toute simple, c'est qu'à partir du moment que j'ai fait ce que j'avais à faire, que j'ai utilisé ma créativité pour mettre en place quelque chose, bien, à quelque part, je vais devoir accepter ce que je pourrais appeler être comme un genre de lâcher-prise, dans le sens de dire, bien voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant, je dois simplement accepter quelque part ce qui est là. Et c'est ça un peu que le philosophe va apprendre aussi à reconnaître quelque part, c'est que ça ne sert à rien de se battre contre la vie. La vie me transmet quelque chose. Si je reçois des bénéfices et que la créativité me permet de recevoir des bénéfices encore plus grands, ben, je vais simplement être dans la prospérité et l'abondance, de dire waouh, c'est super, la vie me donne à quelque part des réponses qui vont contribuer à me donner encore plus de sentiments de richesse, de victoire, d'abondance. Je vais me sentir vraiment en axe avec moi et avec l'univers. Donc, c'est super. Si, par contre, je suis toujours dans une période où je n'arrive pas à m'ajuster, ben, je vais devoir reconnaître à quelque part que la vie, à quelque part, est en train de me donner des leçons, finalement. Et ces leçons-là, bien évidemment, vont m'amener à me dire, bien, humblement, il y a des leçons que je dois maintenant reconnaître qui sont là et je dois maintenant comprendre de ça quelque chose qui vont m'amener donc à m'ajuster pour que, justement, je renoue contact avec une forme d'ajustement, une forme d'harmonie avec moi et l'univers. C'est ça que ça va me permettre de faire également. Et puis, donc, la septième étape, finalement, de la réalisation de l'être, ben, c'est l'étape dans laquelle, justement, je reconnais quelque part cette fameuse notion d'abondance et de prospérité dont je parlais tout à l'heure, où je reconnais que je suis dans une voie, justement, de mission de vie, où je reconnais quelque part qu'à travers tous ces ajustements-là, ben, je suis dans mon axe.
Et dans cet axe-là, mais quelque part, je suis en train d'incarner finalement qui je suis. Je suis vraiment qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de jouer à un rôle. Je ne suis pas en train de faire semblant. Je suis en pleine harmonie avec mon être et j'ai réalisé quelque chose qui me ressemble complètement dans l'expression de qui je suis. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, cette fameuse transformation de l'être en 4 étapes, ben, elle se fait à travers justement cette volonté que j'ai d'identifier ma mission de vie, de reconnaître à quelque part que j'ai des limitations qui peuvent m'empêcher de les assumer, donc de travailler là-dessus. Ensuite, dans cette troisième étape, c'est d'identifier chacune de ces étapes-là, où est-ce que je me situe dans chacune d'elles, où est-ce que j'ai des difficultés aussi dans chacune d'elles, pour être capable justement de faire un travail plus spécifique pour me permettre justement de pouvoir me sentir plus en état d'harmonie et de paix dans mon potentiel évolutif, parce que quand on regarde ces 7 étapes de la création, on comprend quelque part qu'on parle d'un potentiel évolutif, c'est-à-dire que plus je travaille sur ces 7 étapes-là, plus je suis en train de construire une vie en accord avec mon être, avec le potentiel créatif que j'ai envie de réaliser en tant qu'être humain. Donc, c'est dans ce sens-là que cette troisième étape-là est vraiment très intéressante parce qu'elle me permet justement de bien identifier l'une ou l'autre des étapes sur lesquelles j'ai à travailler le plus et de pouvoir vraiment me soutenir dans le processus de réalisation de l'être que je suis en train de mettre en place à travers chacune de ces étapes-là. Puis, la quatrième étape, qui est vraiment, que je dirais, qui est fort importante, c'est ce que j'appelle, moi, la déclaration ou le contrat sacré. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire, ah, mais tel problème que j'ai, c'est à cause de telle personne, mes parents, par exemple. Ou je pourrais dire, ben, c'est à cause de Macron. Hein, tout ça, c'est à cause de Macron. Ou je pourrais dire quelque part autre chose. Hein, on pourrait trouver plein de raisons. Quand on veut regarder à l'extérieur de soi, puis on veut pointer du doigt ce qui se passe autour de soi, on a toujours quelqu'un sur lequel on peut dire c'est de sa faute. Maintenant, l'idée de la déclaration, c'est de comprendre quelque part que tout le projet de la transformation que je cherche à mettre en place, qui va me permettre de réaliser ma mission de vie, elle doit passer par une responsabilité. La responsabilité, c'est de constater que moi, je suis responsable. Point. Point. Donc, il n'y a pas de mais. Je suis responsable. Point. Alors, si je suis responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nécessite de ma personne une reconnaissance. Une reconnaissance des faits. Par exemple, ça fait 20 ans que je ne pense pas à moi parce que j'ai toujours eu l'impression que le seul moyen pour moi d'être aimé, c'était d'être constamment connecté avec les autres, par exemple. Alors ça, c'est une déclaration, c'est une reconnaissance de quelque chose. Je reconnais que pendant les 20 dernières années, j'ai été éloigné de moi-même parce que j'étais convaincu que pour me faire aimer, il fallait que je sois complètement soumis aux autres. Ça, c'est un fait que je reconnais. Maintenant, ce fait-là, je pourrais me dire, ben, je suis un épais, je suis stupide, je suis con. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de dire, je reconnais ça. On pourrait presque dire, hein, on pourrait dire c'est dommage, mais c'est une réalité. C'est comme ça que j'ai été. Pourquoi j'ai été comme ça? C'est là qu'on doit arriver à se dire, il y a peut-être un sens à ça. Le sens, c'est que peut-être que j'ai, dans un premier temps, à constater que j'étais ça parce que quelque part, je ne pouvais pas faire autrement. C'était comme ça que j'étais fait. J'étais conçu pour être ça pendant toutes ces années-là. Et j'ai à me pardonner. Donc, j'ai à me pardonner d'avoir été ça pendant toutes ces années-là. Donc, ça, c'est une deuxième étape, le pardon. Par la suite, j'ai à reconnaître que ces 20 années-là m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, on peut développer de la gratitude parce qu'on peut reconnaître que pendant ces 20 années-là, on a développé un certain cheminement de vie dans lequel on n'a peut-être justement pas été en accord avec soi, mais on a comme appris des choses qui me permettent aujourd'hui d'être qui je suis et de reconnaître que je n'ai plus envie d'être ce que j'ai été, j'ai envie d'être autre chose. Alors, c'est la gratitude qui va me permettre donc de pouvoir accueillir l'idée que, voilà, je remercie toutes ces années-là, quelque part, parce que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Après ça, on va aborder la notion de la déclaration. La déclaration, qu'est-ce que c'est? C'est que, oui, je reconnais que j'ai été ça il y a 20 dernières années, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de déclarer? OK, pendant 20 ans, j'ai été ça, mais aujourd'hui, je ne suis plus ça. Je prends conscience que je suis là et d'avoir eu ce comportement-là. Je n'ai plus envie de reproduire ce comportement-là. Dorénavant, j'ai envie maintenant d'être un homme qui va davantage penser à lui, qui va être davantage connecté avec ses besoins et qui va être davantage désireux d'être authentique et vrai avec lui-même et avec les autres. Ce qui va entraîner inévitablement donc certaines conséquences. Les conséquences, c'est que dans telle situation, je me comporterai plus de cette façon-là, je vais me comporter de telle autre façon. Dans telle autre situation, etc., etc. Vous voyez, alors, c'est ça un peu la déclaration. C'est un peu comme une forme
de reconnaissance que moi, j'ai changé, que ce changement-là est positif, est nécessaire, il est plein de bonté et d'amour pour moi-même, et que j'ai envie donc de manifester un comportement différent dans diverses situations dans ma vie. Et il y a donc un engagement qui va venir avec, c'est-à-dire que si je décide, je déclare que je ne serai plus comme ça, que je vais faire comme ça, ben, je vais donc m'engager à devoir me comporter en accord avec ça, ce qui veut donc dire que je vais avoir comme un genre de contrat que je vais manifester avec moi-même, dans lequel je vais m'accompagner dans un processus de vie, dans lequel je vais tenir un petit journal intime pour évaluer si je suis en train d'être dans la bonne voie, dans le bon chemin, pour reconnaître justement tout ce processus-là. Et c'est ce qui va m'amener progressivement, donc, à amener donc une transformation dans mon être. Alors, et cette transformation-là va venir d'où? Bien, cette transformation va venir justement du fait que j'ai identifié une mission de vie, que j'ai identifié des comportements limitatifs, que j'ai reconnu le potentiel évolutif qui est en moi à travers cette étape de créativité que je souhaitais manifester, et que ça m'amène donc à être capable d'étoffer justement cette déclaration avec plus de maturité, plus de profondeur, et qui va m'amener donc à pouvoir donc faire une déclaration pour moi-même. Et c'est possible que cette déclaration, j'ai envie de la faire pour quelqu'un d'autre. Pourquoi je ferai une déclaration auprès d'autres personnes? Il faut comprendre que si je décide, moi, de plus penser à moi, alors que j'étais tout le temps connecté avec les autres et j'étais toujours en train de vouloir leur faire plaisir, ben si à partir d'aujourd'hui, je suis différent, ces gens-là vont sentir la différence. Ils vont se poser des questions, savoir, mais qu'est-ce que tu deviens? Avant, tu étais toujours attentif et maintenant, tu l'es moins. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là que la déclaration devient intéressante. C'est que si je déclare à cette personne-là ce que je suis en train de prendre conscience, que je suis en train de devenir une personne qui cherche à être plus en harmonie avec elle-même, mais qu'est-ce que je fais? Bien, je suis en train d'informer cette personne-là que ce n'est pas contre elle que je suis en train de faire un changement, que ça ne la concerne pas, le changement que je fais, ça me concerne moi, et que, évidemment, je l'informe pour qu'elle comprenne que je l'aime, que je l'apprécie et que je ne suis pas contre elle, que je suis simplement en train de prendre conscience d'un comportement qui doit changer en moi et qui ne faisait que je n'étais pas heureux. Donc, cette personne-là, évidemment, risque, si elle est le moindrement désireuse que je sois heureux, de me dire, ben waouh, c'est super, je suis tellement content que tu fasses ça, ça me paraît important que tu fasses ce chemin-là, et puis moi, je t'encourage pleinement, complètement de pouvoir le faire. Donc, ça veut donc dire que vous allez bénéficier d'une personne qui va vous soutenir, qui va vous supporter dans la démarche à ce moment-là, et je pense que c'est quelque chose, évidemment, qui peut être très souhaitable et très intéressant, quelquefois, de le faire. Alors, donc, après cette déclaration dont je viens de vous parler, bien évidemment, il y a toute cette notion du mantra personnel qui va être proposé, le mantra de transformation, dans lequel on va chercher simplement à identifier une phrase qui va être dans le présent et qui va affirmer dans notre présent le changement qu'on souhaite incarner. Donc, cette phrase-là, évidemment, va me permettre justement de développer une pensée répétitive que je vais répéter le nombre de fois que je veux dans une journée, et dans lequel je vais chercher justement à utiliser cette phrase-là pour me ramener au contrat, pour me ramener à ma déclaration, me ramener à cette volonté que j'ai de transformer ma vie en accord avec mes valeurs et en accord avec qui je suis. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on va chercher donc à faire. Donc, vous voyez que la transformation de l'être en 4 étapes se fait à travers donc une démarche d'introspection intérieure dans laquelle je reconnais que j'ai une envie d'assumer ma mission de vie. Cette mission de vie-là, quelque part, m'amène donc à avoir des petits papillons à l'intérieur de moi-même, puis une certaine excitation parce que je reconnais que c'est ça que j'ai envie de faire. Et que cette excitation-là, cette envie de faire, m'amène à me dire, ben oui, j'ai envie d'être ça, puis j'ai envie, quelque part, d'être en harmonie avec la nature, la famille d'âme qui est en moi. C'est là que la pleine conscience intuitive va être intéressante. Ensuite, on va à reconnaître que les comportements limitatifs, des comportements, des mauvaises habitudes, pourrait-on dire, ou des dynamiques malsaines qu'on a développées tout au long de notre vie qui nous éloignent de ça. Et c'est là que dans le deuxième atelier, on va vraiment travailler sur cet aspect-là, de quelle façon je peux travailler sur les comportements limitatifs pour me permettre justement de m'en dégager le plus possible. À travers la troisième étape, on va constater évidemment qu'il y a toute une démarche de réalisation de l'être que j'ai envie de manifester à travers donc un processus créatif. J'ai envie de réaliser ma mission de vie à travers les 7 étapes de la réalisation de mes créativités qui vont m'amener vers la réalisation de mon potentiel créatif qui est en moi. C'est là qu'on va apprendre à identifier quelle est l'étape sur laquelle j'ai le plus à travailler et qui m'empêche de pouvoir atteindre ces objectifs-là, de quelle façon on peut travailler là-dessus pour justement amener une transformation, pour qu'on soit de plus en plus en état d'harmonie, d'équilibre avec le potentiel évolutif qui est en soi et qu'on soit capable de le soutenir dans le temps, ce potentiel évolutif-là.
Et dans la quatrième étape, bien évidemment, on sera prêt à ce moment-là pour pouvoir faire une déclaration pour justement maintenant dire, ben voilà, je suis prêt à assumer mon changement. Et ce changement-là va se faire à travers la déclaration et le mantra qui, lui, va nous aider justement à soutenir dans le temps la transformation que l'on cherche à manifester. Donc, c'est un peu l'idée, quelque part, de base de ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Alors, évidemment, je suis disponible pour les questions, les commentaires, les réflexions, tout ce que vous voulez. Alors, donc, je suis disponible pour vous. Eh bien, écoute, un grand merci pour tout ce que tu viens de nous expliquer. On a hâte de découvrir tout ça. Alors, si vous êtes bien sûr intéressé par le programme, vous pouvez donc cliquer sur le bouton vert au-dessus du chat. Si vous êtes en direct, si vous êtes en replay, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous allez retrouver donc toutes les informations concernant le programme, ainsi que toutes les dates. On peut dire déjà que le prochain atelier aura lieu le 27 mars. Et donc, il y avait une question de Edith qui demandait, est-ce qu'on a une ou plusieurs missions de vie? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est évident quelque part que la réponse est assez simple pour moi, c'est-à-dire que oui. Parce que quelque part, il faut comprendre une chose. La mission de vie, finalement, la mission avec le grand M, c'est automatiquement, on se tend. Hein? Mission de vie, quelle est-elle? Il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que je me trompe. Alors, vous voyez, ça stresse inutilement. Donc, je crois que ce serait vraiment pas juste de penser qu'on a une mission de vie. Je pense qu'on a un développement en tant qu'humain, on est sur Terre avec un certain bagage et on essaie d'évoluer. Donc, la première étape, sans doute, c'est d'arriver à se connaître. Et dans cet apprentissage de la connaissance de soi, on arrive justement à faire notre possible, entre guillemets, pour être capable de trouver la mission de vie qui va nous répondre le mieux à ce moment-là. Il est vrai qu'avec le temps, avec les années, il est possible qu'on constate que ce choix-là qui a été fait à ce moment-là puisse changer, évoluer, pour nous amener simplement à se rapprocher d'une expression plus juste de soi. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est que les missions de vie, c'est un mot. Le plus important, c'est êtes-vous heureux? Êtes-vous en mesure de vous dire que vous êtes en train de vous épanouir dans la profession dans laquelle vous êtes, dans le travail que vous êtes en train de manifester, d'incarner? Je pense que c'est beaucoup plus ça qui est important. Est-ce que vous avez le sentiment d'être significatif? Et significatif ne veut pas dire d'être important socialement parlant. Significatif, c'est-à-dire, je fais quelque chose, même si ça fait dans la sobriété, je peux être, par exemple, par exemple, dans une boulangerie. Une boulangerie n'a pas un impact, c'est un impact dans un quartier, finalement. Mais on peut très bien se sentir significatif parce qu'on sent l'appréciation du quartier. Et dans ce sens-là, on a une mission de vie quelque part qui est tout à fait louable et tout à fait harmonieuse. Donc, des fois, on pense à mission de vie dans le sens de dire, ben, je vais avoir un impact, changer le monde. Je pense qu'on a à reconnaître que le changement, quelque part, se fait par des petites actions et des petits gestes et que quel que soit le rôle qu'on s'accorde, le plus important, quelque part, c'est d'être heureux à l'intérieur de celui-ci. Et je pense que c'est ça la question fondamentale que l'on doit apprendre à se poser, c'est où est-ce que je suis aujourd'hui et qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui m'amène du feu à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de prendre un chemin, une direction et de me réaliser dans ce chemin-là. Alors, c'est ça, quelque part, qui va nous amener à nous dire, ben, aujourd'hui, ma mission de vie, est-ce que c'est celle où est-ce que je suis dans le bon chemin? Et parce que si ce feu-là intérieur m'amène vers autre chose, mais peut-être que c'est parce que j'ai envie d'acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux chemins pour être en harmonie avec cette mission de vie-là davantage. Mais tout ça est relié à de la transformation, puis à de l'évolution, puis à une notion de temps. Hein, parce que c'est beau de dire, ah ben j'ai trouvé ma mission de vie, mais ma mission de vie, quelque part, pour la réaliser, ben, peut-être que je vais devoir prendre un certain temps. Hein, vous voyez, alors c'est ça qu'il faut comprendre de ça aussi. Hein. Donc, oui, il y a plusieurs missions de vie, je dirais, sans hésitation. Voilà. Merci pour la question et puis merci pour ta réponse. On a Estelle. Alors, d'ailleurs, profitez de ce moment. Hein, il nous reste encore 10 petites minutes environ pour poser vos questions et on va donc les sélectionner. Là, on a sur le plan technique, en fait, Estelle qui demande comment vont se dérouler les ateliers. Comment tu as pour habitude de fonctionner? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a juste un chat? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? En fait, c'est assez simple. Je vais vous dire très franchement la façon que je vais procéder. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une technique de base. À chaque atelier, en fin de compte, on va revenir sur des techniques de base. La technique de base va consister justement à vous parler du thème de l'atelier, puis à vous faire une genre de méditation, une méditation personnalisée à chacune des personnes présentes. Alors, dans le premier atelier,
On va parler de la mission de vie dans lequel je vais donner de l'information intuitive pour chacune des personnes pour qu'elle soit capable de bénéficier de l'information que je vais lui donner concernant sa mission de vie. Dans le deuxième, ce sera davantage sur les comportements limitatifs. Dans le troisième, ce serait davantage sur les étapes de la création. Dans le quatrième, ce sera davantage sur l'identification de la reconnaissance de la déclaration qu'on souhaite faire. Donc, dans le début d'atelier, il y aura toujours donc une information intuitive qui va vous être retransmise à chacune des participants. Donc, ça va être la première étape. Évidemment, ensuite, il y a une deuxième étape qui va consister en général à, il y a de l'élément théorique, bien sûr, des informations, mais il y a toujours une technique qui va être proposée pour vous amener justement à être capable d'appliquer la pleine conscience intuitive et de vous amener justement à faire un cheminement personnel sans que moi j'intervienne. C'est-à-dire que là, je vais vous enseigner une technique dans laquelle vous allez arriver à développer une autonomie, mais cette autonomie-là va être nourrie par l'information intuitive que je vous aurai retransmise au début de l'atelier. Donc, il y aura toujours un petit peu un atelier qui va m'amener donc à un enseignement, un petit peu de théorie, etc. Une pratique de base dans laquelle je vous transmets de l'information intuitive qui est une forme de technique préparatoire, puis après ça, un enseignement que vous allez apprendre à pratiquer pour vraiment travailler avec l'objectif qu'on s'est fixé dans les 4 ateliers que je vous ai présentés. Eh bien, merci pour ta réponse. Il y avait une autre question qui disait « Comment peut-on faire pour faire taire le mental ?» C'est vrai que tu en as parlé au tout début, me semble. Oui. Ben, c'est une question intéressante, puis c'est une question quelque part qui… Il faut comprendre que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, cette notion de mental, tantôt je parlais du philosophe, le philosophe cherche à synchroniser son hémisphère droit et gauche, donc il ne cherche pas à faire taire son mental, il cherche à enrichir son intuition de son mental. Son mental devient un serviteur pour l'intuition. Vous voyez, alors, c'est ce qui fait que le philosophe va être capable de transmettre un savoir à travers des livres, à travers des mouvements spirituels, des mouvements philosophiques, des mouvements politiques, parce qu'il va être capable d'articuler sa pensée intuitive à travers un langage dans lequel le mental va être utilisé. Donc, quand on dit faire taire son mental, ben, il faut savoir finalement de quoi on parle quand on veut faire taire son mental. Si je reviens avec la pleine conscience intuitive, il faut comprendre que la position de témoin, c'est une position où je me mets en retrait. Moi, Sylvain Bélanger, je me mets en retrait. Pourquoi? Je me mets en retrait parce que je laisse mon monde intérieur émerger à ma conscience. Et c'est là qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à moi. Si je suis en retrait, je vais constater que ces informations qui se manifestent à moi sont des messagers. Si j'accepte que ce sont des messagers, je ne vais pas commencer à interpréter ou à réfléchir avec ma tête. Je vais m'adresser à ces perceptions-là et je vais leur demander quel est leur message, quelle est leur raison d'être. Et c'est là que je vais constater qu'en leur demandant ça, ces manifestations vont commencer justement à me répondre. Et cette réponse-là va finalement entraîner un genre de dialogue entre moi et mes perceptions imaginaires. Et c'est là qu'on commence à aborder vraiment le langage intuitif. Le langage intuitif, les physiciens maintenant l'abordent. On parle de physique quantique de plus en plus et on parle donc d'univers superlumineux. Un univers superlumineux, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on reconnaît que la dimension terrestre est une dimension qui est objectivable par nos yeux, on le voit. Mais quand on aborde la réalité supralumineuse ou la réalité de l'univers parallèle que les physiciens quantiques reconnaissent de plus en plus, on comprend que cet univers-là n'est pas observable par nos yeux parce que les particules qui sont associées à cet univers-là vont plus vite que la lumière. Donc, nos yeux ne sont pas capables d'enregistrer cet univers-là. Donc, si on comprend bien cela, ça veut donc dire qu'il y a un univers qui existe qui n'est pas visible par nos yeux. Selon moi, quand on utilise la pleine conscience intuitive, qu'on ferme les yeux et qu'on explore justement, qu'on aborde cet univers imaginaire dont je vous parlais tantôt, qu'on est capable d'interagir avec lui, on constate progressivement qu'on quitte un monde terrestre et on rentre dans une autre réalité. Cette autre réalité, pour moi, c'est l'univers parallèle dont les physiciens quantiques parlent. Cet univers-là, justement, est un univers dans lequel on pénètre dans des univers que les ésotéristes ou les spiritualistes parlaient depuis bien longtemps, qu'on dit les plans astraux, les plans subtils, les annales akashiques. Alors pour moi, lorsqu'on pénètre dans cet univers imaginaire-là, on commence à comprendre quelque part que dans cet univers-là, il y a une source d'information qui est immensément vaste et que moi, en tant qu'être humain, je dois apprendre justement à accueillir cet immensément vaste-là en cherchant à m'ouvrir à lui. Et la difficulté, finalement, c'est que moi, en tant qu'être humain, j'ai très peur de cette vastitude-là. Parce que je me connais, je suis Sylvain Bélanger, j'ai des références, je n'ai pas envie de me perdre dans cet univers-là. Je suis Sylvain Bélanger, je n'ai pas envie de me perdre dans quelque chose d'inconnu qui est trop vaste.
Donc, j'aurai tendance souvent à m'approprier l'information qui est là. Et à m'approprier l'information qui est là, c'est là que je risque d'utiliser mon mental. C'est là que je risque de fermer mon intuition aussi sans m'en rendre compte tout le temps, parce que l'intuition, ça devient plus subtil. C'est-à-dire que je fais un mélange. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de ça, qui met en évidence un peu les dangers du mental aussi. Ça met en évidence, par exemple, je ne sais pas moi que je capte, je vais vous donner un exemple que j'ai déjà vécu d'ailleurs. J'ai fait une exploration et j'avais fait ça avec une cliente. Et cette cliente-là, j'avais vu qu'elle avait un guide qui l'amenait dans un château. Et la personne en question me dit, c'est pas un bon guide que tu as parce que j'ai très peur des châteaux. Elle n'avait pas compris que le guide l'amenait dans un château symboliquement parce que justement, il voulait, à quelque part, faire un travail avec elle pour la libérer de certaines programmations, de certaines peurs qui sont en elle. Alors, vous voyez comment le mental, des fois, lui, ce qu'il cherche à faire, le mental, c'est de se référer à son connu et à éviter de s'élargir trop fortement parce qu'à quelque part, il a peur de perdre son identité. Donc, le mental, c'est là qu'il y a quelque part qu'il va falloir être attentif. Puis ça veut donc dire que connaissance théorique pour observer la réalité intuitive. Et c'est là qu'on se ferme, en fin de compte, au processus intuitif. Alors, on est tous confrontés à ça. Mais pour revenir sur cette question sur le mental, quand le mental intervient, moi, ce que je propose de faire, c'est simplement rester dans une position de témoin et observer. J'ai une pensée, admettons, qui se manifeste à moi, une pensée qui me dit je suis con, par exemple, pour donner un exemple. Ben, tu sais, pourquoi tu me dis que je suis con? Vous voyez? Je m'adresse à mental en lui disant, mais pourquoi tu me dis ça? Donc, je reconnais quelque part que je suis témoin. Je reconnais que des pensées peuvent se manifester à moi, des agitations mentales peuvent se manifester, mais moi, je suis dans un témoin, dans une position de témoin, et la position de témoin fait que je peux poser des questions à ce qui est présent en moi. Donc, les pensées peuvent faire partie du processus qui vont m'amener effectivement à établir un dialogue entre moi, dans la position de témoin, et tout ce qui peut se passer en moi, y compris mon mental. Donc, mon mental fait partie d'un processus intuitif alors. Donc, je n'ai plus à me questionner à savoir qu'est-ce que je dois faire avec mon mental, puisque mon mental fait partie du processus intuitif. Alors, c'est ça, je pense, qu'il est très important de comprendre. On ne doit jamais se battre avec notre mental, parce que si on se bat avec lui, on se retrouve dans une position de conflit. Et quand on est dans un conflit, on n'est plus dans une position de témoin. La position de témoin est une position de liberté, de fluidité et d'acceptation de tout ce qui est présent dans le processus intuitif. Et on cherche donc à développer le protocole, donc de discuter avec les perceptions, de déprogrammer, de soigner pour arriver justement à faire un travail d'harmonisation de son être. Parce que la pleine conscience intuitive consiste à favoriser une position d'alignement. La position d'alignement, c'est de ne plus projeter vers l'extérieur plein de choses, mais d'assumer qui je suis, être responsable de qui je suis. Et dans cet état de responsabilité, j'assume ma grandeur. Et c'est ça, quelque part, qu'on cherche à développer dans la pleine conscience intuitive. Voilà. Merci bien pour la réponse. On va peut-être prendre une dernière question, si tu es d'accord. On va prendre la question de Nat qui dit « Avez-vous un conseil pour les personnes physiques qui n'arrivent pas à s'affirmer jusqu'au bout par peur du jugement ?» Oui, s'il te plaît, parce que j'ai… Ok. Alors, est-ce que tu peux donner un conseil pour les personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer par peur d'être jugées? Oui, il y a deux choses là-dessus. C'est que j'avais dit, moi, aux gens que je ferais une démonstration. Donc, peut-être que je pourrais profiter de l'occasion pour faire une petite démonstration aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Avec plaisir. OK. Donc, on va y aller très simplement, puis on va regarder un petit peu la. Donc, c'est une personne qui a peur de regard des autres, finalement. C'est ça, j'ai bien compris, hein, c'est ça, hein? C'est ça, hein? OK. Oui, oui, la peur du jugement, en fait, c'est ça, tout à fait. OK, OK. Bon, tu vois, je vais te donner deux réponses à ça. La première, c'est une réponse théorique. C'est-à-dire que tantôt, j'ai parlé de la position de verticalité. La position de verticalité, qu'est-ce que c'est? C'est la position où mes deux pieds touchent le sol et j'accepte à quelque part que je suis dans un état de verticalité parce que j'assume et je reconnais que l'énergie de la Terre, celle du ciel, circule à travers moi, créant une situation de verticalité. C'est-à-dire une position où je suis droit. Cette position de droiture fait que je suis dans une position où je ne suis pas en train de projeter quoi que ce soit vers les autres. Je suis dans une position où j'assume qui je suis et parce que j'assume qui je suis, je mets une lumière. Je mets une lumière qui est la mienne. Je n'ai pas à faire un effort pour qu'elle émette la lumière. Elle est là et je mets simplement cette lumière-là. Quand on a peur, justement, de se retrouver dans une position où on est observé, on est vu, ben c'est évident que cette position-là, quelque part, pourquoi elle est là?
Elle est là parce que je ne suis pas dans cette position de droiture, de verticalité. Je suis dans une position où je suis en train de donner du pouvoir aux autres. C'est-à-dire que je rencontre quelqu'un et finalement, je tombe. Alors, il y a l'expression tomber en amour hein, que j'utilise souvent. Tomber en amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre pied, ça veut dire perdre son pouvoir d'une certaine façon. Hein, parce que quand on dit tomber en amour, ça veut dire qu'on a besoin de l'autre. A besoin de l'autre, ça veut dire qu'on ne veut plus la lâcher, cette personne-là. On crée une situation, finalement, qui n'est pas nécessairement heureuse quand on y pense, parce qu'évidemment, qu'est-ce qui serait plus heureux dans une relation amoureuse? C'est que deux êtres humains se rencontrent, puis se disent waouh, 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 j'ai envie de partager avec toi. Et on crée une zone de partage. La zone de partage fait que deux êtres humains ont envie d'être ensemble sans perdre de pied, sans tomber l'un sur l'autre. Ils ont simplement une position de témoigner qu'ils ont une envie d'être ensemble, ils ont une volonté de partager des choses, etc. Donc, pour revenir sur cette fameuse question de la peur qu'on peut avoir face aux autres, bien, souvent, cette peur-là, quelque part, du regard que les autres peuvent porter, c'est la première chose qu'on doit porter en soi, c'est de dire quel est le regard que moi je porte sur moi-même. Parce que si j'ai l'impression que les autres me regardent puis pourraient me juger, bien, peut-être que moi, je me juge. Et peut-être que le plus sévère des juges que je peux rencontrer dans ma vie, c'est moi. Et c'est ça qui fait que j'ai très, très peur de m'affirmer auprès des autres, parce que je suis convaincu que les autres vont me porter le même jugement que moi je porte. Donc, moi, je dirais que première chose, ça serait peut-être prendre un papier et un crayon puis de se dire, ben, hein, de quelle façon que moi-même, je suis prêt à m'accueillir aujourd'hui. Alors, peut-être de prendre le temps hein, de reconnaître justement que j'ai une responsabilité dans cette peur que j'ai, parce que j'ai effectivement, pendant un certain laps de temps, jugé qui j'étais, je ne me suis jamais apprécié, je ne me suis jamais reconnu, je ne me suis jamais aimé. Donc voilà, donc je me pardonne de ça. J'ai de la gratitude parce que je prends conscience que grâce à cette dureté que j'avais en moi, ben aujourd'hui, je me sens prêt maintenant à développer un nouveau comportement, déclaration, hein, puis engagement dont je parlais tantôt. Donc, je reprends un peu les éléments du quatrième atelier, mais pour faire comprendre que c'est tout ça qui va faire que moi, je vais pouvoir justement reconnaître que je suis responsable de la situation et que ce n'est pas les autres finalement qui me jugent. Et que si j'apprends, moi, à me libérer de mon jugement envers moi-même, ben, quelque part, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais constater que les autres, effectivement, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je pense que je veux être ce que je suis, puis je suis ce que je suis. Point à la ligne. Je suis dans ma verticalité. C'est ça, être vertical. Quand je ne suis pas vertical, je tombe. Et quand je tombe, je donne du poids aux autres. Et quand je donne du poids aux autres, je leur attribue un pouvoir. Et ce pouvoir-là, quelque part, fait que ces gens-là deviennent effectivement des agresseurs pour moi. Et c'est ça un peu le piège qu'on retrouve dans la société actuelle. Hein. Si on vient avec le coronavirus, c'est ça. Le coronavirus, c'est lui, mais je suis là, puis je tombe. Je tombe pourquoi? Parce que le coronavirus prend pouvoir sur moi. Pourquoi il prend pouvoir sur moi? Mais parce que les médias et tout ce qu'on veut me mettent dans une position quelque part où je reconnais à quelque part que moi, je n'ai pas de pouvoir et que le coronavirus, ben, il peut rentrer par la porte, par la fenêtre, par tout espace, donc je n'ai pas moyen de me protéger, donc je deviens paranoïaque. Et c'est ça, quelque part, il faut devenir conscient. Pourquoi je deviens paranoïaque? C'est parce que j'ai des peurs en moi que je ne gère pas. Et c'est ça un peu la démarche de la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre à identifier ces peurs-là pour être capable de renouer contact avec la position de verticalité qui me libère de toutes ces résonances qui peuvent m'affecter, qui peuvent m'empêcher d'être heureux. Pour revenir maintenant à une question plus personnelle, j'aimerais peut-être répondre à la question de façon plus personnelle avec la personne. Alors, évidemment, je n'ai pas son nom, mais on va y aller comme ça. C'est juste pour montrer un petit peu ce que ça pourrait donner. Vous voyez, c'est un peu comme si, ce que je pourrais dire, cette personne, c'est un peu comme quelqu'un que je sens comme dans le bas de son corps, comme l'idée de on m'a laissé tomber. On m'a laissé tomber dans le sens que quand j'étais enfant, j'étais entre guillemets quelqu'un qui aurait pu être valorisé, qui aurait pu être aimé, qui aurait été apprécié, qui aurait pu être extraordinaire. Et je ne l'ai pas été comme je l'aurais souhaité, comme je l'aurais voulu. Et à quelque part, on était même un peu désintéressé par moi. Donc, finalement, ce que je comprends, c'est que je ne suis pas intéressante. OK? Ça, c'est la logique qui s'est passée. Après, cette idée de ne pas être intéressante, ça veut donc dire qu'à chaque fois que moi, je pourrais envisager de me lever debout et de dire peut-être que je suis intéressante, bien, automatiquement, ce que j'ai l'impression que les gens me disent, c'est mais non, tu n'es pas intéressante. Regarde, quand tu étais petite, tu n'étais pas intéressante. Pourquoi tu le serais plus aujourd'hui? Donc, vous voyez que la blessure émotionnelle de l'enfance fait que je suis constamment dans le processus de jugement qui fait que je ne me donne pas la permission. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit peu de déprogrammation pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va changer dans son énergie, puis on va voir le potentiel évolutif qui va prendre forme à ce moment-là.
Alors, ce qu'on voit apparaître beaucoup dans la déprogrammation, dans un premier temps, c'est toute la notion de l'amour. Cette personne-là peut-être peut avoir des liens affectifs avec des gens autour d'elle qui sont assez importants et qu'elle a conscience à quelque part que ces liens affectifs-là sont tellement importants que oser finalement assumer quelque part qu'est-ce qu'on est véritablement, ce serait finalement se priver de cet amour-là. Alors, les gens peuvent ne pas m'avoir aimé comme je le sentais, comme je le voulais, mais je peux ressentir quand même une forme d'affection, une forme d'amour vis-à-vis d'eux, qu'eux me transmettent. Donc, je comprends que si j'ose assumer qui je suis, ben, je risque de perdre l'amour que ces gens-là ont envers moi. Et c'est là, quelque part, que ça devient une situation un peu plus complexe, parce que ça veut donc dire que je sens que ces gens-là m'aiment, puis en même temps, je sens au fond de moi que je ne suis pas quelqu'un qui s'aime. Alors, ça devient complexe parce que ces gens-là m'aiment, mais moi, je ne m'aime pas. Et si je m'aime, je risque de voir ces gens-là ne pas m'aimer. Vous voyez, c'est ça un peu le piège dans lequel on peut se retrouver là-dedans. Alors, c'est là qu'on doit comprendre, évidemment, ce piège-là, puis on va essayer de un petit peu faire une autre action de déprogrammation pour voir comment ça va bouger. La déprogrammation consiste justement à donner dans les perceptions que j'ai une demande pour que justement la transformation se fait. C'est comme ça que je fais ça. Ça, c'est un peu comme ça revient avec la notion de déclaration, j'ajouterais. C'est-à-dire que j'ai beau, par exemple, objectivement, on pourrait dire ça comme ceci. J'ai reçu beaucoup d'amour des gens qui sont autour de moi. Par contre, ce que je constate aujourd'hui, c'est que cet amour-là qui m'a beaucoup, beaucoup profité, qui a été extraordinaire, qui a été merveilleuse, qui m'a énormément apporté, je reconnais aujourd'hui que ce n'est pas suffisant parce qu'au fond de moi, je ressens un vide, parce qu'au fond de moi, je constate qu'il y a une partie de moi que j'ai négligée. J'ai négligé parce que cet amour-là qui m'était donné m'était très profitant, m'était extraordinaire, fantastique. J'ai cru que quelque part c'était suffisant, mais aujourd'hui, je constate que ce n'est pas suffisant pour que moi, je puisse être heureux. Ça veut dire que pour être heureux, je vais devoir justement me donner la permission d'une certaine façon, de décevoir mon entourage. Et de décevoir mon entourage, c'est pas tant de le décevoir que de m'approprier le droit d'être qui je suis. Et que être ce que je suis, ben, effectivement, me met dans une position où ces gens-là vont peut-être moins apprécier qui je suis parce qu'ils vont constater quelque part que l'amour qu'ils me transmettaient, ben, la façon que je vais réagir à cet amour-là, ben, va peut-être les amener à prendre conscience que je suis en train de m'éloigner d'eux ou je suis en train d'être différent d'eux, etc. C'est pour ça que la notion de déclaration dont je parlais tout à l'heure, c'est une déclaration, on peut la faire sur soi, mais on peut la faire pour les autres aussi, pour informer les gens du changement qu'on est en train de faire, pour leur faire comprendre qu'on les aime beaucoup, on a apprécié énormément tout l'amour qu'ils nous ont donné, mais aujourd'hui, on prend conscience qu'on a besoin de quelque chose de plus qui nous amène à nous comporter différemment et qui pourrait leur donner l'impression qu'on ne les apprécie pas et qu'on ne les aime pas, mais que ce n'est pas vrai. On les apprécie et on les aime, sauf qu'on ressent le besoin de faire des changements pour nous rapprocher de qui nous sommes aujourd'hui. Alors, je pense que c'est important quelque part, ce genre de déclaration-là, parce que ça nous permet justement de pouvoir vraiment donner l'opportunité aux gens autour de soi d'être informés du changement et qu'ils comprennent à quelque part que ce n'est pas un changement contre eux, mais un changement pour nous qui est effectué à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si, voilà, c'est un petit peu l'idée de générale que j'avais envie de transmettre par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, si tu as des commentaires par rapport à ça ou voilà. Bah déjà, merci pour cette réponse, c'est super intéressant. Il y a bien sûr Nathalie qui te remercie pour la réponse. Donc Nathalie, n'hésite pas à nous en dire un peu plus si tu es OK. Alors on arrive presque à la fin de l'émission. Ce que j'aime bien faire, c'est, ben voilà, s'il y a une chose à retenir ce soir, qu'est-ce que ça serait pour toi? Ah, c'est une colle! Aïe! Ah, non, non. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais j'en reviendrai avec. J'avais envie de. La première chose qui me viendrait par rapport à la question, si je suis honnête avec quand tu me poses la question, c'est cette notion de déclaration. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que déclaration, c'est quoi? C'est reconnaître d'une part la responsabilité. Je pense que c'est vraiment important. La responsabilité que l'on a dans toutes les situations qu'on peut avoir dans notre vie, on peut toujours pointer du doigt à l'extérieur. Mais on peut aussi se dire, mais non, je suis responsable. J'ai une responsabilité là-dedans. Et cette responsabilité, quand on l'identifie, ben, ça nous permet de reconnaître qu'on n'est plus une victime, on n'est plus en train de justement subir quelque chose. On est en train de reconnaître qu'on fait partie du processus et qu'on a un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, quand on parle de la transformation de l'être,
ben, quelque part, c'est clair et net et évident que quand on a cette conscience de la responsabilité, ben, la transformation de l'être, elle prend tout son sens parce qu'elle devient accessible. Quand on est victime, la transformation de l'être n'est pas possible. On ne parviendra jamais à la transformation de l'être parce qu'on est toujours en train de pointer du doigt à l'extérieur et l'extérieur ben, nous ramène à nous dire ben, c'est pas de ma faute. Et c'est là qu'il y a un piège. Alors, j'ai pas dit ça un mot, mais voilà, c'était la réponse que j'avais donnée à ce sujet-là. Merci, merci pour ta réponse. Voilà, donc au plaisir donc, de nous retrouver pour ceux qui seront parmi nous, donc le 27 mars. Voilà, donc on arrive à la fin. Merci à tous pour vos questions, votre présence. Merci également à toi pour cette conférence et pour tout ce partage. Voilà, écoute, je te laisse le mot de la fin et je souhaite une belle soirée à tout le monde. Alors attends, il y a Nat qui nous dit « Oui, vous avez bien cerné les choses, un grand merci à vous. » Voilà. Ah bon, tant mieux, ça me fait plaisir. Mais voilà, ben, en fin de compte, le petit mot de la fin est assez simple, c'est que, mais ça vous dit, en fin de compte, je pense que c'est un beau voyage que je vous propose. C'est en 4 ateliers dans lesquels je vais vous accompagner d'un point de vue thérapeutique. Hein. Je vais vous donner l'information intuitive pendant chacun des ateliers, un peu comme j'ai fait avec Nat. Donc, dans chacun des ateliers, vous allez avoir donc quelque chose de vivant pour vous. Puis en même temps, il y a donc une pratique qui va vous être proposée et dans laquelle il y a un accompagnement. Donc, on a un certain délai de temps entre chacun des ateliers. Donc, si vous êtes vraiment motivé, ben, vous allez pouvoir vraiment faire un travail très actif. Puis ensuite, à chaque atelier, on va pouvoir en reparler. Je vais vraiment pouvoir vous accompagner dans la démarche. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager le petit programme pour qu'il soit le plus efficace pour chacun. C'est que vous vous engagez évidemment à le faire avec les moyens du bord. Hein, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas parfait, puis c'est tant mieux. Moi, je vais être là pour vous accompagner pour arriver à faire qu'après les 4 ateliers, vous ayez fait des pas, quels qu'ils soient, des petits, des grands. Le plus important, c'est de faire les pas. Je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler. Donc voilà, alors ben, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié la petite conférence. J'espère que vous avez apprécié donc ce que j'avais à vous transmettre et ça me fera plaisir de vous accompagner dans le cadre du programme qui vient très bientôt. Je vous remercie. À tous et puis une belle soirée et à très bientôt. Ciao.